bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport qui démarre à l'instant comme chaque mercredi soir à 7h. La route vers la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 se dessine avec la troisième journée des éliminatoires de ce tournoi qui a démarré ce mercredi sur le continent africain. Le Cameroun, pour sa part, descend dans l'arène ce vendredi à 20h30 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ce sera pour recevoir la Namibie avant le match retour prévu en Afrique du Sud le 28 mars prochain entre les deux pays. Sans les joueurs Choupo-Moting, Toko Ekambi, Faye Collins et autres Vincent Obakar, que peuvent justement les Lions indomptables face aux Namibiens. Ce sera la principale problématique de cette émission et ce sera en seconde partie consacrée au débat. Ce sera donc juste après la pause actu. Nos invités ce soir sont Serge Zambo, analyste de sport. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Ravis d'être des vôtres. Encore que je crois que samedi passé, quelqu'un m'a demandé si je ne suis plus à STV. Je lui ai dit que je suis toujours là quand on m'appelle. Et puis voilà, aujourd'hui ça s'est réalisé. Je crois qu'il est complet. Timothée Makongo, notre invité presque permanent. Baptiste, bonsoir, ancien lion indomptable. Bonsoir à Rim, que je n'ai pas vu depuis. Bonsoir à Zambo, mon ami de toujours. Bonsoir à tous les spectateurs. Bonsoir. Et en plateau avec nous, Georges Rim, analyste de sport. Georges, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir au grand frère Makongo, bonsoir à mon frère Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs. Canon va bien? C'est un plaisir de retrouver ce plateau après... Canon va bien? Très bien, qui bien vous pose la évidemment. question? Pas l'un ou l'autre. Ok. Parce que même Timothée Makongo n'est pas loin. C'est pour ça que je dis, parce que nous sommes... je vais dire ça comment, Canon le vent en poupe, premier de sa poule, des joueurs convoqués en sélection, donc le meilleur buteur de ce championnat. Qui va avec tout ce que vous voyez. Donc. Tout baigne, Tout baigne, pour le tout baigne. Non. J'ai pas envie de... En tout cas, c'est bon à savoir. On va donc rentrer dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu en vous proposant rapidement un élément sur les préparatifs, si on veut, des Jeux paralympiques Paris 2024. Le Cameroun vise notamment une qualification et le podium. Il faut signaler que les athlètes paralympiques camerounais sont revenus au Bercail il y a quelques jours après avoir participé aux deux dernières compétitions qualificatives pour les championnats du monde. Les Camerounais qui sont donc rentrés avec 4 médailles en or, 2 en argent et 3 en bronze. Et l'objectif donc est désormais clair, c'est qualifier pour les Jeux paralympiques de 2024. Nous allons vous proposer d'écouter le président du comité paralympique du Cameroun qui était face à la presse cette semaine du côté de Yaoundé. Je suis plus que satisfait au vu du contexte difficile que nous sommes en train de traverser avec le peu de moyens financiers dont nous disposons et que l'État a mis à notre disposition. Quand on regarde les résultats obtenus, notamment lors des dernières 2 compétitions qualificatives qui ont eu lieu à Dubaï, à Marrakech, et a lieu d'être très satisfait. Et parce que, en résumé, nous avons donc finalement 13 parathlètes en athlétisme qui ont réalisé les minima pour leur participation aux championnats du monde qui auront lieu à Paris en juillet 2023. 13 dans 19 épreuves différentes. Et là-bas, au championnat du monde, les 4 premiers de chaque épreuve sont qualifiés d'office. Vous voyez donc que nous allons là-bas avec pour objectif d'obtenir des qualifications directes aux Jeux paralympiques de Paris. Donc nous sommes très satisfaits. Vous avez vu combien ils sont. Vous avez vu le nombre de médailles qu'ils ont remportées, aussi bien à Dubaï qu'à Marrakech. Je crois qu'il y a 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. C'est énorme pour peu de parathlètes qu'ils étaient. Donc c'est un président très satisfait, mais qui ne veut pas dormir sur ses lauriers. Voilà pourquoi je leur ai demandé de faire un plan de préparation et de travailler dur pour être à la hauteur des attentes.
Para-athlète déficient visuel ayant participé au jeu World Paralympic Grand Prix de Marrakech 2023, notamment dans les catégories F11, lanceur de disque et lanceur de poids. J'ai remporté une médaille de bronze au lancer de disque et une médaille d'or au lancer de poids, catégorie F11. Bon, pour une première dans la discipline qu'est l'athlétisme et précisément les épreuves que sont le lancer de disque et le lancer de poids, c'était une première. Mais déjà, je suis para-athlète déficient visuel depuis bien des temps déjà. Ça a été pour moi, on va dire, un plaisir et un honneur que d'avoir été sélectionné pour représenter le Cameroun à cette compétition-là. Et puis, nous inscrivons complètement dans la logique du comité paralympique qui voudrait qu'un grand nombre de para-athlètes soient bien sûr présents aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Donc la compétition de Marrakech pour nous a été une opportunité de montrer notre savoir-faire et de donner une idée de ce que pourraient être nos performances si jamais l'État nous appuie à travers les différentes sectorielles en charge du sport au Cameroun. Nous pourrons aller plus loin que ça et espérer un podium aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Donc ça a été pour nous une très bonne expérience à Marrakech. Et nous voulons croire qu'avec la détermination du Comité national paralympique et toutes les fédérations, nous allons aller au finish décrocher les minima qualificatifs pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, mais aussi être sur le podium pour ne pas rester simplement à la simple participation. Voilà, c'était quelques extraits de cette conférence de presse donnée lundi dernier à Yaoundé par le président du Comité national paralympique Jean-Jacques Ndoundoumou, qui est donc revenu présenter à la presse ces athlètes paralympiques de retour au bercail avec 9 médailles glanées à l'extérieur. Georges Rim, on l'a entendu, l'objectif, désormais, c'est vrai, il y a eu des minima pour les championnats du monde, il faudra maintenant se qualifier et viser le podium à Paris. Oui, c'est une chose qu'il faut saluer, encourager et féliciter les athlètes, mais essentiellement des déficients visuels pour les prestations qu'ils ont réalisées. Et nous leur souhaitons le meilleur, effectivement, en vue des prochains Jeux paralympiques Paris 2024. Mais comme je le disais, là, on a comme l'impression qu'il n'y a que les déficients visuels autant pour moi, qui ont pris part à ces tournois, mais il n'y a pas que les déficients visuels concernés par le paralympisme. Vous avez d'autres dits déficients physiques, notamment ceux de la FECASDEP, Fédération camerounaise de sport pour déficients physiques, qui a des athlètes normalement qui auraient pu prendre part à ces tournois et ramener également des médailles au bercail, parce que de ce côté, j'en connais qui performent sur le plan international. Vous avez par exemple une de ces athlètes, Madame Gomsi, Mimosette du côté de France, triple médaillée d'or en haltérophilie pour les déficients physiques. Vous avez ici au Cameroun d'autres athlètes déficients physiques. Malheureusement, il y a un problème au sein de cette fédération-là, la FECASDEP. D'ailleurs, le président du comité paralympique camerounais, M. Jean-Jacques Ndoundoumou, a suspendu à titre provisoire le président de cette fédération, la FECASDEP, pour des accusations portées à l'endroit de ces derniers, des accusations de mœurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'il a suspendu du conseil d'administration du comité paralympique camerounais. Et il y a beaucoup de problèmes au sein de cette fédération. Je vous invite, parce qu'il n'y a pas de sport mineur dans ce pays, je vous invite à essayer de lorgner de ce côté-là pour comprendre qu'il y a de sérieux problèmes au sein de cette fédération. Je dis, c'est bien pour les déficients visuels, mais si on fédère tous les sports paralympiques, je puis vous assurer que ce sont des disciplines qui sont
qui peuvent être véritablement pourvoyeuses de médailles pour le Cameroun. Merci bien, Georges Rime, pour cette analyse. On va s'intéresser aux Jeux universitaires Ngaoundéré 2023. La compétition est prévue du 29 avril au 6 juin prochain, évidemment, à l'université de Ngaoundéré. Il faut signaler que la présentation de ces Jeux Ngaoundéré 2023 se poursuit dans les différentes universités suivant un calendrier bien défini. On va vous proposer d'écouter le professeur Oufoué Tchindjé, recteur de l'université de Yaoundé, lors du coup d'envoi de cette tournée de présentation à Yaoundé il y a quelques jours. Regardez. At the premises of the University of Yaoundé 1, the university community, to present the 23rd edition of the University Games. That's the first games post-COVID, that the university is ready to receive all the different actors from the 29th of April to the 6th of May. So for that week, we would have everybody. We're expecting about 300,000 visitors at that, within the university. We are very ready. We are very proud because FENASU observed that all the different sporting facilities are available within the University of Ngaoundéré. So we've come today to present what, this is a kickoff here in the University of Yaoundé 1. We know also the rector of the University of Yaoundé 1 is the president of FENASU. So we've come to do that presentation first. Here we'll also be going to Douala and eventually in Douala will be there on the 17th and in Ngaoundéré on the 20th to kick off the university games. We saw the enthusiasm that the fans club of the University of Yaoundé 1 demonstrated today when we launched this event. And it all brought all of us into competition because I have alongside the representative of the rector, that's the vice rector of the University of Yaoundé 1. We also have the Secretary General of the University of Yaoundé 2. And amongst us, we have already started the competition. Who is going to explode the atomic bomb? And I've told them that Ngaoundéré is going to do it. This is a starting point. We'll show everybody, the media, we're expecting all the media of Cameroon to be there. We are expecting enterprises to be there because we know recently the state launched this special status for students, entrepreneurship for students, and all the companies that will be coming to exhibit will have them to do workshops to be able to show the value chain of all the activities where students can fit in, because we don't want just to train students to say we have a no in job seeking, but we want students that should be able to create their own jobs. Tour en plateau après l'extrait de cette interview du professeur Oufoué Tchindjé, qui est le recteur de l'université de Ngaoundéré. Elle était là à Yaoundé lors du démarrage de la tournée de présentation des Jeux universitaires Ngaoundéré 2023. Timothée Makongo, on est à un mois de ces Jeux pratiquement, puisque ça démarre le 29 avril prochain. Est-ce que, bien qu'étant un peu loin des campus universitaires, vous ressentez quand même une petite ambiance ou pas? Non, pas du tout en réalité. Ou ça ne vous intéresse pas? Non, c'est énormément. Vous savez, les premiers Jeux universitaires, quand ça a commencé au Cameroun il y a, je crois, une dizaine d'années, étaient très connus. Il y avait beaucoup de réclames, beaucoup de publicité là-dessus. Et les gens se sont intéressés. Et également, il y avait un engouement extraordinaire lors des premiers Jeux. C'est vrai qu'au fil des années, il y a de moins en moins d'engagement, j'ai l'impression. Mais il reste toujours aussi retentissant parce qu'il y a eu les Jeux universitaires à Yaoundé, où il y a eu pas mal de publicité, où on a préparé des aires de jeu, on a préparé des espaces. J'étais là-bas, j'étais à Yaoundé, je ne sais pas, il y a 4 ou 5 ans, c'était pas mal et c'était très très bien. Malheureusement, le problème c'est le niveau des prestations. Parce que les élèves d'aujourd'hui ou les étudiants d'aujourd'hui, beaucoup ne sont plus versés dans l'esprit du sport comme avant. Avant, on commençait très jeune dans les collèges, en 6e, 5e, 4e, on était déjà lancé dans une égalité de sport. Ça diminue au Cameroun. Cet engouement prend un petit coup. Bon, maintenant, le recteur était en train d'encourager les gens à avoir cet esprit sport, cet esprit d'engagement, cet esprit de volonté pour le sport, pour la gloire du sport, et puis peut-être aussi pour donner un certain prestige à leurs universités. Mais, en réalité, je n'en entends pas beaucoup parler.
les médias, peut-être que c'est moi qui les écoute mal, mais c'était un peu là-dessus. Je ne sais pas, je n'en entends pas beaucoup parler. Et Serge aussi, c'est la même lecture. On n'entendait pas beaucoup parler des Jeux universitaires. Non, on entend parler, vous savez, nous sommes dans les quartiers, on voit les enfants faire beaucoup de sport dans le cadre de la préparation. Ça, c'est au niveau du quartier, tu vois les enfants qui se courent et quand tu leur demandes c'est comment, ils disent qu'il y a les Jeux universitaires qui sont en vue. Donc, c'est un rendez-vous qui, ma foi, a marqué son empreinte dans nos différentes universités. Et à l'époque, ce que tu me disais, c'était d'abord concentré sur les universités d'État. Maintenant, on a fait en sorte que ce soit avec, voilà, il y aura plus de, je crois que si j'ai bien lu sur la toile, plus de 11 universités privées, dont les COPS, ils sont à peu près 3000. Donc, ce qui est sûr, c'est que, parce que peut-être nous sommes un peu plus occupés en journée, mais si vous passez du côté de, par exemple, de la cité SIC au campus, vous sentez effectivement, parce qu'il faut se préparer, on ne va pas aux Olympiades ou alors à ces Jeux, comme ça il y a la préparation, il y a les sélections qui sont faites, c'est justement pour ça que madame, on a lancé la présentation au niveau de Yaoundé, au niveau central, en présence du ministre, donc ça permet que toutes les entités universitaires de tout le pays soient, qu'il y ait un éboulement, et puis que ça bouge un tout petit peu, et puis que de là ressorte la crème qui iront défendre chacun dans sa région, au niveau central, au niveau de Ngaoundéré. Bon, il faut aussi noter que la dernière fois, c'était à Tchang, en 2020. Et vous savez qu'il y a eu la période de post-Covid. Donc c'est peut-être ça qui a un peu fait en sorte que la courbe soit un peu descendante. Mais je crois qu'avec nos enfants qui aiment bien le sport, je crois que ça reprend et c'est normal. Et l'animation aussi. L'animation aussi, ils aiment bien l'animation. Et puis, il y a même pas, moi je suis un petit économiste de base, il y a toute l'économie qui tourne tout autour de ces jeux. Voilà, qui tourne là, bon. En Ngaoundé, on verra certainement le petit bon maïs à côté, qu'on fera, il y aura ceci, il y aura cela. Donc, il y a tout ça qui est en train de compte. Et même, oui, effectivement, et même, nous, ce que je voudrais dire, c'est lancer peut-être une pierre qui va peut-être tomber quelque part. Il faut qu'on se dise que c'est parfois à partir de là qu'on peut même piocher les athlètes de demain. C'est-à-dire que sur d'autres cieux, aux États-Unis par exemple, quand on fait ce genre de choses, ces sélections, c'est ces gars-là qui, 5-10 ans plus tard, se retrouvent au JO. Ouais. Voilà, c'est par là. Donc il faudrait aussi peut-être qu'on mette un accent là-dessus pour bien les suivre. Parce qu'il y a quand même, on ne peut pas dire que si on a 10 coureurs dans nos 10 régions, on ne peut pas dire que sur 10, on ne peut pas avoir 2 gars qui peuvent à la longue pouvoir compétir même à l'international. Je prends seulement dans le cas de l'athlétisme. Rim parlait peut-être des paralympiques. Il faudrait peut-être aussi penser à ça. Et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des lanceurs de poids, comme on voit souvent à la télé? Parce que quand les Jeux olympiques se passent, le Cameroun est peut-être focalisé sur 3, 4, 5 disciplines. Lorsqu'on parle de lancer de poids, on ne nous voit pas. On parle du javelot, on ne nous voit pas. On parle de ceci. C'est le moment peut-être aussi de pouvoir inculquer ce genre de sport à nos jeunes qui sont là. Et puis peut-être, qui sait, on pourra en tirer quelque chose de probant pour les Jeux à venir, Jeux olympiques et autres, Jeux africains, ainsi de suite. Donc voilà un peu la pierre que moi je voulais lancer. Avant l'intervention de Rim, Timothée Makongo, donc c'est forcément là une occasion aussi pour les fédérations sportives d'aller peut-être chercher les nouveaux talents, les futurs talents. C'est un mouvement qui était très vivant au Cameroun à l'époque. On allait chercher que ce soit les disciplines comme les sports collectifs, le basket, le handball, le football, même l'athlétisme. À l'époque, il y avait un engouement extraordinaire parce qu'il y avait des sociétés qui encourageaient. À l'époque, on avait l'EDF qui encourageait beaucoup l'athlétisme. Il y avait au niveau du cyclisme des encouragements qui venaient des sociétés et des professeurs d'éducation physique. Mais ça commençait par une politique de sport qui était entamée au niveau des lycées et collèges. Vous savez, un enfant qui commence à faire un sport, comme le lancer au javelot, comme disait Zambo tout à l'heure, lancer le javelot, s'il commence à le faire à 18 ans, ce sera difficile qu'il soit réellement performant, qu'il atteigne la classe de grand champion. Mais si on les prend dès le jeune âge, depuis la classe de 6e, 5e, 4e, comme on le faisait avant, parce qu'il y a eu ce mouvement en avant au Cameroun. Et on piochait les athlètes depuis les petites classes. Il y avait le championnat au sucre qui concernait aussi l'athlétisme, la natation et tout. Il y avait des concours de natation dans toutes les autres îles, mais toutes les écoles, et les enfants grandissaient avec. C'est pour ça que nous avons eu des champions qui ont pu faire, à l'intérieur du Cameroun, qui ont pu faire ensemble un 10-2. Il y a une époque où le champion du Cameroun a fait 10-2, ce qui était
extrêmement rare. Et il est même allé nous représenter aux Jeux africains. D'abord, il a fait le petit tour au niveau de l'Afrique centrale, où il a gagné. Il est même allé aux Jeux africains. Mais il avait commencé, à 12 ans. Depuis qu'il courait, c'est-à-dire qu'il y avait les courses de vitesse, 60 mètres pour les minimes, 80 mètres pour les cadets, 100 mètres pour les juniors. Les gars grandissaient dans cette éducation-là et ils arrivaient à être performants. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des... Nous sommes comme un pays de sorciers. Il y a des gens qui commencent à 20 ans et qui sont bien champions. Vous savez, je suis toujours absolument épaté par les performances de Ngamou. Je ne sais pas à quel âge il a commencé. Mais Francis Ngannou, sa performance m'a époustouflé. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il part là comme ça pour être champion du monde. Physique. Il faut avoir la technique et la tactique. Parce que ces combats ne sont pas forcément physiques, ils sont également tactiques. Mais comment est-ce qu'il a pu faire en si peu de temps pour allier et la technique et la tactique pour pouvoir se rendre? Il a appris très vite. C'est vrai qu'on peut apprendre très très vite dans ce genre de discipline. Et puis nous avons quand même une marée humaine chez nous, des gens qui sont physiquement très forts, très solides, très costauds, des gens qui peuvent porter des masses extraordinaires. Ça veut dire, si on leur apprend la technique, par exemple, du lancer du poids, nous pouvons faire l'haltérophilie. Regardez, justement, je parlais tout à l'heure que lorsque l'haltérophilie se passe au JO, c'est comme si tu regardes juste pour voir soit les Ukrainiens, le pays de l'Europe de l'Est, mais tu ne vois pas un Camerounais. Or, je vois, quand je marche parfois, tu vois des dames là, elles sont bien costaudes. Alors, si on pouvait les mettre, les former pour ça dès le bas âge. En fait, pour ce qui est de l'haltérophilie particulièrement, je sais que le Cameroun a été à un moment donné super maquillé. Une terre d'haltérophiles avec les frères Matam. Malheureusement, le problème avec nos champions, c'est qu'on a du mal à les suivre, on a du mal à les encadrer, on a du mal à les conserver. Les frères Matam, aujourd'hui, sont français, malheureusement. Et ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Donc, ce n'est pas que le talent ou les athlètes pour ces disciplines-là, il en manque. C'est que malheureusement, ils sont très souvent abandonnés à eux-mêmes et puis ils sont obligés d'aller se chercher ailleurs et c'est comme ça qu'ils nous filent entre les doigts. Ah ouais, c'est le drame camerounais. Peut-être pour sortir de cette question, Georges Rim, on sait par exemple que cette année, le thème de ces Jeux universitaires est contribution des Jeux universitaires à la construction de la paix et du développement durable. Vous en renvoie à quoi concrètement? Construction de la paix, c'est pas moi qui vais vous apprendre. Comment est-ce que les Jeux peuvent justement permettre... Le sport est par essence fédérateur. Vous avez des personnes, pour ne pas dire des peuples, nous parlons des Jeux universitaires dont nous allons parler. Nous allons restreindre la chose au triangle national. Lors des Jeux universitaires à venir de Ngaoundéré, vous aurez des Camerounais venus de toutes les 10 régions de la République. De toutes les 10 régions, je ne vais pas les citer. Et généralement, ce brassage de population crée une certaine harmonie, une certaine émulation, une certaine fraternité. Et on peut capitaliser là-dessus pour que de retour dans leurs régions respectives, que cela soit les vecteurs de ce discours de rassemblement, de paix que le gouvernement de la République souhaite de tout cœur pour ce pays, qui, comme vous le savez, depuis un certain temps, a maille à partir avec son unité nationale. Donc, c'est un tout petit peu de cette façon que les Jeux universitaires, pour ne parler que des Jeux, mais de manière globale, le sport peut contribuer à cet objectif de paix. Développement durable. Je reste toujours dans la région de l'Adamawa et la ville de Ngaoundéré. Nous savons tous, d'ailleurs, Serge, dans sa première prise de parole à ce sujet, a évoqué l'aspect économique. Autour de ces Jeux, vous avez des activités connexes qui vont se greffer. Absolument. Des petits commerces qui vont se développer, les infrastructures qu'on va développer. D'ailleurs, l'université de Ngaoundéré s'est dotée d'un gymnase flambant neuf. Ce n'est pas que pour servir pour ces Jeux universitaires, ça pourra servir pour d'autres types de compétitions, même si elles ne sont pas organisées par le ministère des Enseignements supérieurs. Voilà, donc vous aurez des gymnases, vous aurez des terrains de football, vous aurez des pistes d'athlétisme qui sortiront de terre, et ça contribuera donc à développer la cité. Et généralement, toutes les universités et toutes les villes dans lesquelles les universités sont implantées. Donc voilà... très sommairement, le type de contribution, que ce soit pour la paix ou le développement durable,
que les Jeux universitaires peuvent apporter pour aider le gouvernement dans cette noble et difficile mission. Merci bien. Dernier sujet de la pause actu ce soir. Sans surprise, vous le savez, Gianni Infantino a été réélu à la tête de la Fédération internationale de football association FIFA pour un mandat de 4 ans. Il a promis de nouveaux programmes, entre autres une Coupe du Monde de moins de 17 ans chaque année. L'Italo-Suisse a été donc réélu. C'était le jeudi 16 mars par acclamation et ce sera jusqu'en 2027. Et rappelons que c'était dans le cadre du 73e congrès de l'instance à Kigali. Plus de détails dans ce reportage de notre chaîne partenaire La Voix de l'Amérique. La mondialisation du football féminin s'est concrétisée avec la Coupe du Monde féminine organisée en France en 2019. Infantino se félicite d'avoir relevé les frais accordés aux différentes fédérations. Le congrès de Kigali a adopté le nouveau calendrier des compétitions qui, selon le président de la FIFA, profitera énormément aux joueurs, les principaux acteurs du monde du football. On doit protéger la santé des joueurs. Et c'est exactement pour ça qu'on a mis en place une task force pour regarder exactement comment on peut, dans chaque cas, s'assurer que les joueurs aient une période de vacances, qu'il y ait suffisamment de temps entre deux matchs, qu'il y ait un temps de récupération et que tout ça se passe bien ou le mieux possible dans le cadre de ce nouveau règlement. Le président de la FIFA a également promis d'augmenter les compétitions des plus jeunes, à commencer par les moins de 17 ans, pour que toutes les générations valorisent leur talent. La Coupe du Monde des moins de 17 va se jouer à partir de 2025 chaque année et pas tous les 2 ans, pour les garçons et pour les filles. Comme ça, on ne risque pas de perdre une génération, mais chaque génération, chaque année, va avoir le droit de jouer une Coupe du Monde des jeunes, des moins de 17, avec beaucoup plus d'équipes participantes en plus. S'exprimant pour l'occasion, le président rwandais Paul Kagame a insisté sur l'unité et la fraternité, le message essentiel du football. Lorsque les fans jettent les bananes aux footballeurs africains, c'est à cause d'un environnement social négatif qui alimente ces mauvais comportements. Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que le jeu est inclusif et que chacun est respecté. Pour Gianni Infantino, la FIFA doit faire davantage que se limiter au football, mais coopérer pour la résolution des défis mondiaux. Nous avons la responsabilité d'aider à affronter les défis mondiaux et nous continuerons à le faire, que ce soit le climat, les droits de l'homme, les maladies. Nous jouerons notre rôle étant donné que nous sommes 211 pays représentant le monde entier. Le pays hôte de la Coupe du Monde de 2030 sera annoncé lors du prochain congrès de la FIFA en 2024. Jean Damascène Manichimé pour VOA Afrique, Kigali. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce congrès de la FIFA qui s'est déroulé il y a quelques jours à Kigali au Rwanda. On comprend les principaux chantiers en ce qui concerne le football, une Coupe du Monde des moins de 17 ans chaque année. Comme vous le savez aussi, le passage de la Coupe du Monde masculine de 32 à 48 équipes à partir de l'édition 2026, partagée entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, décidé en 2017 et dont justement le format a été fixé mardi. Il faut ajouter à cela aussi une phase de poule avec 12 groupes de 4 équipes. Le tournoi va donc passer de 64 à 104 rencontres. Serge Zambo, pas très d'accord avec peut-être cette oui, pas très d'accord. Peut-être avec cette forme. Pas très d'accord, mais peut-être pour, vous savez, lorsque vous prenez la configuration de la FIFA, des pays membres de la FIFA, l'Afrique se retrouve avec 52 États quand même. Donc je crois, si je ne m'abuse, que c'est la première fois qu'on vient tenir un congrès déjà en Afrique, à Kigali, et aussi le fait que lui nous fasse un peu des yeux doux. Bon, mais maintenant, dans la répartition, on nous dit que nous allons passer de 48, de 32 à 48. Voilà, 48. Et que l'Afrique se retrouve avec 9 places
d'abord direct, 9 places direct, et puis une place qui va aller se disputer au barrage. Je trouve toujours que c'est le minima. Vous voyez un peu. Mais maintenant, bon, qu'est-ce qu'on veut contenter? Est-ce que ce n'est pas la FIFA à la malgache, comme un peu en Afrique ici, la dernière fois que le président qui a été, que Moussa pas remplacé, comment il s'appelle, Ahmad Ahmad, qui voulait absolument faire émerger les petits pays, sauf que lui, il a réussi. Parce que, au vu d'aujourd'hui, lorsque vous voyez Madagascar jouer, voilà, vous sentez que ça a évolué. Lorsque vous voyez le Niger, bon, ça c'était pour rire entre guillemets, éliminer Bruno Chan. On nous avait dit que quelqu'un me disait au stade Omnisport à Bepanda que comment est-ce que les cordonniers peuvent éliminer les Lions indomptables. Mais bon, vous vous rendez quand même compte que ça a évolué. Donc, par rapport à cela, mais je ne sais donc pas si aujourd'hui on voudrait nous faire croire que la Macédoine également pourrait se retrouver tranquillement en Coupe du Monde parce que le quota des pays européens va forcément s'agrandir. Donc, je ne sais pas maintenant. Et puis, il y a un autre problème. C'est un problème d'organisme. Quand on passe de... Si vous avez parlé de combien de matchs? 64 à 104 matchs. Quand on fait, comme on dit au quartier, avant ma préparté, ça fait beaucoup d'énergie qu'on va laisser, que les joueurs vont laisser en cours de chemin. Comment arriveront-ils au mondial? La FIFA vous parle de recettes. Bon, oui, on voit le côté pécuniaire, nous sommes d'accord. Mais je dis, il ne faudrait pas qu'on oublie aussi le côté humain. C'est des joueurs qui jouent. Voilà. Après avoir joué, par exemple, un championnat très disputé, la plupart, c'est 20 clubs en Europe. Ici, au Cameroun, je crois qu'on va aussi, on tend vers ça. Ouais, après avoir joué un championnat très disputé, et qu'il faille jouer encore les éliminatoires, autant de nombre de matchs, parce que ce qui est sûr, on ne va pas... 104, c'est la phase finale. 104 en phase finale. Oui, mais il y aura les éliminatoires également. Oui, ça, je dis que ce sera très long. Même les éliminatoires seront longs. Ça c'est clair. Voilà. Et 104 même en phase finale, c'est aussi long. Parce que... Non, je suis d'accord. À 32, vous voyez un peu, on a des groupes. Après, on va en 8e, je crois. Or, cette fois-ci, je crois qu'on va commencer au 16e. Or, quand vous faites dire les 16e, ça veut dire qu'il y a des matchs qui vont s'ajouter jusqu'en finale. Parce que tout à l'heure, à l'époque, nous avions 7 matchs. Je crois que maintenant, on ira à 8 ou 9 pour atteindre la finale. À 10 matchs. Donc, forcément, il y a aussi... Bon, maintenant, si on essaie de voir peut-être du côté des rentrées, d'accord. Sauf qu'il faudrait aussi penser aux joueurs. Il faudrait penser aux joueurs qui jouent. Et maintenant, il faudrait aussi voir comment ça va se passer en termes de rotation. Lorsqu'on attribuera également les Coupes du Monde au pays. Parce que quand on passe à 48, aujourd'hui, on a une Coupe du Monde qui s'est jouée, la dernière au Qatar, qui s'est jouée en plein championnat. Est-ce qu'on n'aura pas un autre pays qui nous fera également jouer ça, pas au moment de la trêve, mais en plein championnat? Vous voyez, les joueurs, quand ils sont revenus, ils étaient un peu plombés. Il y a certains clubs, je ne vais pas citer les noms, qui reviennent de la Coupe du Monde un peu plombés. Donc, forcément, j'ai dit que ça, il faudrait ici compter de ce côté-là. Bon, mais maintenant, peut-être que la science évolue, mais même jusque-là, science ou pas, ces joueurs qu'ils soient suivis ou pas, c'est toujours le corps humain. Voilà. Ajouter 3 ou 4 matchs à quelqu'un en plus, ma Congo ne me mentira pas, ça ne va pas faire la même fraîcheur lorsque tu arriveras, de toutes les façons. Est-ce que c'est un peu la même crainte que vous partagez? Parce qu'on sait quand même qu'il y a le Forum mondial des ligues qui regroupe une quarantaine de championnats, qui a justement dénoncé ces décisions de la FIFA sans consultation, estime que cela alourdit encore un calendrier déjà surchargé et que ça ne tient pas compte de l'impact sur la compétitivité des ligues domestiques et la santé des joueurs, justement. Disons que je partage globalement les craintes de Zambo, mais je dis il faut entrer il faut savoir qu'il y a à peu près 273 pays inscrits à la FIFA. Et dans les 273 pays, il y a à peu près une centaine de pays qui n'ont jamais participé à une compétition mondiale. Une centaine, facilement. Et je dis, l'élargissement n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, le problème, c'est les moyens d'accompagner, les moyens qui vont accompagner cet élargissement. Et en réalité, si les équipes sont organisées pour, que ce soit les équipes nationales ou les équipes locales dans leur championnat, ils peuvent étoffer le nombre de joueurs en compétition et augmenter le nombre de remplacements. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant qu'on s'arrête à 4 remplacements ou 5 remplacements, qu'on puisse passer à 8 ou 9 remplacements ou à 7 remplacements. Je pense que tout est possible. Le problème, c'est est-ce que la FIFA a les moyens de cette politique? Parce que là, il s'agit pratiquement de doubler les moyens, non seulement
de préparation. Maintenant, les équipes, pour aller se préparer, pour aller à la Coupe du Monde, prennent au moins, au minimum, environ 8 milliards de francs que chaque équipe reçoit pour sa préparation. Il faudra, à ce moment-là, donner 16 milliards à chaque équipe, et longtemps à l'avance pour que les pays qui sont devenus comme les nôtres puissent se préparer. Donc, il y a, sur le plan financier, un impact extraordinaire. Je suppose qu'ils ont dû étudier cet impact financier. Maintenant, il appartient au pays de s'organiser pour un peu harmoniser, alléger certaines lois de la FIFA. C'est vrai qu'au niveau des footballeurs, ça pourrait être contraignant, mais ça pourrait aussi être un avantage extraordinaire parce que, au lieu d'avoir toujours les 12-15 footballeurs qui font les mêmes matchs, qu'on puisse éventuellement intégrer une vingtaine, 25 footballeurs qui peuvent donc participer à cette compétition. Maintenant, l'autre côté, l'autre aspect, toujours sur le plan financier, c'est que les petits pays comme ceux d'Afrique, auront du mal à organiser une Coupe d'Afrique. Même si on associe 3 pays, ce sera très difficile d'organiser une telle compétition. Peut-être que si on associe 3 pays d'Afrique du Nord comme l'Égypte, l'Algérie et peut-être le Maroc, ils peuvent s'en sortir tous les 3, oui. Mais on ne peut pas associer le Cameroun, le Bénin et le Gabon pour une telle compétition. Il y a la durée de la compétition. Il y a la durée de la compétition. Ça sera plus un mois. Mais sur le plan solennel, je trouve que c'est pas mal. C'est pas une mauvaise idée. Bon, les gens se plaignent parce que certaines fédérations n'ont pas été consultées. Et en réalité, Fanny Toura fait un peu ce que les autres reprochent aux anciens, une forme de dictature, c'est-à-dire imposer une façon de voir aux gens. Mais je suis sûr que c'est un clin d'œil à l'Afrique. Ce qui me déçoit, et je reviens à Zamola dessus, c'est que les Africains n'aient que 9 places, un quart ou un tiers, je ne sais pas comment appeler ça, 9 places et demie, comme disait Rim tout à l'heure. On aurait pu nous amener quand même, parce que nous entrons, moi je me dis si on nous amène à 12, d'accord. Dans la représentativité mondiale, du football international, du football international. Non compris, sans considérer les équipes nationales uniquement, au niveau de la représentation mondiale du football, les Africains dans le monde, nous sommes quand même dans les 30%, 30-35%. On ne peut pas nous écarter complètement comme ça, là, et nous dire que nous n'avons que 9. Maintenant, on peut encourager, comme l'ancien président de la FIFA avait essayé de le faire, encourager les équipes africaines, Blatter l'avait fait, à s'autogérer, à savoir utiliser les finances. Ici au Cameroun, nous avons une seule équipe qui essaye de s'autogérer. Normalement, c'est Coton de Garoua. Les autres sont un peu dans à peu près le Canon a fait cet effort. Canon de Yaoundé Canon est entré dessus. Canon a fait cet effort à l'époque, parce que Canon était le premier en réalité à faire cet effort. À l'époque, c'est le Canon qui a commencé cet effort. Malheureusement, le défilé des présidents... Non, mais nous avons repris quand même Paul Labette, ça on peut le certifier. Je sais que le Canon pourrait le faire, je le crois. Mais ce que je veux dire, il faut absolument que parallèlement, dans les pays, c'est une certaine volonté politique pour accompagner cet épanouissement sportif qui s'opère. Parce que malheureusement, nous sommes dans un tâtonnement qui s'aggrave. Vraiment, à un moment donné, on applaudit des situations, on se disait ça va marcher, ça va s'arranger, et puis à un autre moment, on se rend compte que nous sommes encore plongés dans cet obscurantisme. Quand on voit encore que jusqu'à ce jour, il y a des conflits entre les conflits entre la Fédération camerounaise de football et les présidents des clubs professionnels, je dis, j'ai un problème quelque part. Il y a quand même une tête qui dirige, une réalité qui dirige. Et les présidents des clubs professionnels, on peut les discipliner. Et en fait, c'est pour les discipliner, il faut qu'il y ait des moyens d'accompagnement à tous les niveaux. Alors peut-être pour sortir de ce sujet, Georges, tout n'est pas que noir, peut-être. Écoutez, quand il y a des décisions qui sont prises, il faut peser le pour et le contre. Si globalement, on peut se dire que la seule chose qui a préoccupé Gianni Infantino et ses pairs de la FIFA, c'est beaucoup plus l'aspect économique, parce que qu'est-ce qu'on vous présente, la billetterie, les recettes, les partenaires, et on vous dit plus de diffuseurs, donc forcément des rentrées substantielles d'argent qu'on va redistribuer. Les fédérations comme celle d'Afrique, au finish, qu'est-ce qu'elles vous disent? Si ça nous rapporte beaucoup d'argent, tant que faire, on prend. Parce que elles ont besoin de l'argent de la FIFA pour fonctionner, nos fédérations, du moins la plupart des fédérations africaines, malheureusement. L'UEFA peut se passer de la manne de la FIFA parce qu'elle sait générer ses revenus à travers ses compétitions. Malheureusement, la CAF peine à avoir cette autonomie financière et donc malheureusement est obligée de vivre encore avec les subsides que lui reverse la FIFA. Donc,
sur le plan économique, sur le plan financier, c'est rentable pour ces petites fédérations-là. Mais globalement, il y a beaucoup de choses quand même à redire. Et permettez, je vais peut-être revenir sur ce que Ezambo et Timothée ont déjà dit, mais en appuyant un tout petit peu là où ça peut faire mal. Quand on vous dit 104 matchs, ça c'est la phase finale. Évidemment, on n'a même pas parlé de la phase éliminatoire. Pour certains joueurs, notamment pour certains pays qui ont légitimement, alors qui peuvent prétendre légitimement aller le plus loin possible dans cette compétition, c'est-à-dire au minimum les demi-finales, vous aurez des joueurs qui vont se retrouver en fin de saison avec 60, 70, voire 80 matchs dans les jambes. Et la saison doit reprendre, bien sûr, et la saison doit reprendre immédiatement, puisque on partira d'un format d'à peine un mois à largement au-delà d'un mois. Donc, au sortir de la Coupe du Monde, il faut tout de suite rentrer en club, commencer les compétitions. Les organismes, est-ce qu'on a tenu compte de cela? Et même quand on veut nous faire croire que ça profitera aux petits pays, je dis non. Tout dépendra de comment on va organiser les matchs qualificatifs. Je veux toujours rester en Afrique. Oui. Qu'on ne me dise pas que la Coupe du Monde à 48 avec 9 places et demie, bon, parlons même de 10 places pour l'Afrique, ça permettra aux Comores d'aller à la Coupe du Monde, c'est faux. Pourquoi? Parce que nous nous plaignons de ce que le format actuel est tel que beaucoup de grandes nations africaines qui auraient pu légitimement prétendre disputer une Coupe du Monde n'y sont pas. La preuve, au Qatar, la Côte d'Ivoire n'y était pas. L'Égypte n'y était pas. Le Nigeria n'y était pas. Voilà. L'Afrique du Sud n'y était pas. Et j'en oublie certainement d'autres. Donc, l'actuel format sera tel que on va procéder de telle sorte que les grandes nations du football africain, le Cameroun naturellement, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Égypte, soient et du moins qu'il ne leur sera pas possible de s'affronter pendant les phases qualificatives, de telle sorte que la probabilité pour que ce soit ces nations-là qui disputent la Coupe du Monde, l'Afrique soit bien représentée. Voilà, soit bien représentée. Voilà. Donc du coup, je ne vois pas en quoi ce sera. Est-ce que nous serons, nous serons, par exemple, pendant les tirages, tête de liste, je ne pense pas. Les têtes de liste seront toujours ces grandes nations que vous connaissez. Mais je parle des qualificatifs dans la zone Afrique. Donc, moi, je ne vois vraiment pas en quoi ça profitera aux petites nations, parce que c'est le sentiment qu'on veut donner la chance aux autres de participer. C'est pas de gagner, juste de participer. Le mode tel que les qualificatifs vont se jouer, je suis sûr qu'il sera balisé le terrain pour les grandes nations. Maintenant, à elles de savoir se sortir des qualificatifs, mais le schéma sera tel que les adversaires en phase de poule ne leur seront naturellement des adversaires de moindre calibre. Pour revenir au Qatar, nous avons eu dans la même poule le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il était clair que ici, l'un des deux pays resterait. On a encore eu l'Égypte et le Sénégal au barrage. Voilà. Donc, moi, je pense que... après, on a eu Ghana, Nigeria au barrage. Cet argument, il est fallacieux, il est trompeur, parce que ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. Le seul point positif, entre guillemets, de cette histoire, c'est la manne financière. La manne financière, d'accord. Merci bien. On rentre dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Le thème est déjà affiché. Cameroun-Namibie. Des joueurs locaux en renfort après les forfaits de Choupo-Moting, Faye Collins et autres Toko et Kambi. Vincent Obaka qui ne jouera pas la phase allée de ce match vendredi prochain. On rappelle, le match compte pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 et les Lions indomptables tels qu'on devrait le voir sur les images sont donc à Yaoundé. Ils sont arrivés, ils poursuivent leur préparation du côté de la capitale. Et alors Serge, est-ce que, bon, c'est vrai, on dira que le Cameroun joue la Namibie. Quelle lecture est-ce que vous faites justement de notre liste à la veille de cette confrontation? Bon, je voudrais d'abord dire que le Cameroun est descendu au Club Mundi, comme vous le savez, au complexe Mundi, je voulais dire.
Donc, comme vous le voyez, chez nous. Bon, donc, nous sommes avec les Lions depuis un bon bout de temps. Je crois que le partenariat ne s'arrêtera pas de sitôt. Et puis, je vous invite à aller faire un tour pour voir exactement de quoi il est question. Moi, j'ai eu l'occasion de dormir, patati patata. Bon, maintenant, je reviens à la question. Merci bien. Voilà. Je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure. Celle de savoir par rapport à la liste. Globalement, moi, je vais parler de façon globale. Oui, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre dans le football international, à la limite. Vous voyez, en club, ces gars, ils jouent. Ce n'est pas seulement le cas du Cameroun. Mais dès qu'il y a la sélection, tous les mots vont apparaître. Pubalgie, ischio-jambier, ainsi de suite. Quand vous regardez, j'ai regardé Info Sport, je crois, hier, vous allez vous rendre compte qu'Alain ne pourra pas jouer les 2 matchs parce qu'il est malade. Vous allez vous rendre compte que Choupo ne pourra pas jouer ici chez nous, il est malade. Toko ne pourra pas. Or, Toko joue contre le Paris Saint-Germain il y a quelques jours, si je ne prends que le cas de Toko. Bon, Choupo n'a pas joué la dernière journée. On peut se dire que... Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ce ne serait pas les clubs qui plomberaient souvent ces joueurs pour qu'ils ne viennent pas participer? Je ne sais pas si l'effort qu'ils vont faire au niveau de la sélection a un impact sur la suite des événements au niveau des clubs. Bon, maintenant, par rapport à la liste, justement, donc, la liste a été... Vous soupçonnez que ce soit des maladies, entre guillemets, diplomatiques? Oui, moi, je soupçonne déjà que ça fait bizarre quand même. Bon, pour Toko, quand même... ça fait bizarre. Il serait sans cette gêne juste après le match contre Paris. Non, je suis d'accord. Je ne dis pas que c'est diplomatique, mais je dis, j'ai pris dans l'ensemble. Hein, vous voyez un peu. Si vous allez y asseoir tout à l'heure, vous allez voir que pendant cette trêve internationale, il y a au moins 10 joueurs de renom qui ne pourront pas honorer leur sélection pour cause de maladie, mais qui, juste après la trêve, vont recommencer immédiatement à jouer avec ces clubs. On ne sait pas si entre-temps les maladies. C'est un peu la question que je me posais. Bon, maintenant, par rapport à la liste, elle a été... elle est équilibrée, il n'y a pas trop de grandes surprises, hein, en dehors du fait que certains joueurs se soient vus remplacés et substitués par des locaux. Donc, je ne vois pas, je ne sais pas, il n'y a pas grand-chose à redire. Bon, maintenant, ça dépend maintenant de la façon dont le coach va essayer de travailler avec pendant ces jours de regroupement pour voir exactement ce qu'on pourra produire contre la Namibie, qui, ma foi, est une équipe prenable. Ne serait-ce que pour ces matchs aller-retour. Surtout également que nous ne jouons pas en terre namibienne. Nous allons jouer, c'est vrai qu'il y a la possibilité, nous allons jouer en Afrique du Sud. Il y a la possibilité, mais ce sera un peu plus libre. Bon, je suis content que le derrière soit comme il est. Bon, je suis content du milieu, Isambo est là. Donc, devant, Mouinga Maleu est là. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Je crois que la liste, pour moi, elle n'est pas... Il n'y a pas eu de grande surprise de toutes les façons. En dehors peut-être du petit joueur de Marseille qui a été rajouté. Plutôt le gars de Chelsea. Chelsea. John Goué. Il n'y a pas le joueur de Marseille? Non. Ah, c'est ailleurs. Donc, en dehors peut-être de lui... Ils sont plutôt avec les U23. Ils sont avec les U23, donc c'est une confusion, merci. Donc, en dehors de lui, je ne vois pas où... Qu'est-ce qui sera surprenant? Bon, et je pense que lui, c'est pour s'imprégner. Ce n'est pas forcément pour rentrer déjà sur l'arène. Mais maintenant, les locaux, on a un véritable problème devant. Ça, c'est clair. Choupo n'est pas là. Aboubakar est suspendu par rapport au carton rouge gentil qu'il a pris contre le Brésil. D'ailleurs, je n'ai jamais vu un joueur aller prendre un carton souriant. Je crois que c'était la première fois que ça se passait. Donc, Toko est off. Ouais. Donc, et on est allé chercher Mahop, qui, ma foi, a du répondant. Et le meilleur buteur du championnat. Et même, du canon sportif de Yaoundé. Mahop du canon sportif de Yaoundé. Et là, même, ça me permet d'avoir une analyse un tout petit peu. Ouais. Voilà. J'ai souvent eu le cas de la France. Généralement, lorsque quelqu'un est meilleur buteur du championnat, la plupart du temps, il a été appelé. À l'époque des Makongo, d'ailleurs, où les choses étaient renversées, parce qu'à l'époque des Makongo, l'ossature des Lions Indomptables était plutôt des joueurs locaux. Ouais. C'est ceux qui venaient de l'autre côté qui s'ajoutaient et qui étaient même parfois obligés... C'était très rare. Oui, c'était très rare. Qui étaient obligés de s'arrimer aux façons de jouer de ceux d'ici. Vous voyez un peu? Parce que quand tu ne pouvais pas rattraper un centre d'Abega ou une pichenette de Mbida, même si tu étais professionnel, ça te créait de sérieux problèmes. Par contre, Manga, qui joue avec Mbida tous les jours, ou Abega, c'était plus facile de le trouver. Ça veut dire que Mila était très très fort. Ça, il faut le dire. Mila était fort parce qu'il réussissait à s'adapter à ces joueurs locaux.
Parce que quand on prend par exemple la Coupe d'Afrique en 84, la plupart c'est des joueurs d'ici. En 82, la plupart c'est des joueurs d'ici. Donc aujourd'hui, la donne a un peu changé. C'est plutôt aux enfants de pouvoir s'adapter aux jeux des pros. Mais je pense que Mahop, puisqu'il s'agit de lui, moi je parle un peu de lui parce que, je ne parle pas de lui parce qu'il est le joueur de canon, mais je parle parce qu'il y a un véritable vide au niveau de l'attaque. Et que nous pouvons pallier avec la présence. C'est l'occasion pour lui de pouvoir. Donc Mahop, il a la puissance, il a une bonne frappe, vous voyez un peu, il essaie de participer au jeu parce qu'il décroche beaucoup. Et puis, l'autre volet avec Mahop, c'est qu'il doit saisir sa chance. C'est aussi le moment où les projecteurs sont braqués sur lui. Vous savez, on est tous des êtres humains, on est appelés à évoluer. Et quand on parle du football, évoluer, c'est peut-être aller de l'autre côté. Donc, je pense que si Rigaud essaye de s'appesantir sur le garçon, on pourra avoir une très très bonne cuvée pour les jours à venir. Et on répare un peu aussi quelque chose qui s'est passé parce qu'avec une injustice. Moi, je dis avec les A', je ne vois pas comment on est allé au Chan, sans Mahop. Je ne peux pas fustiger ceux-là qui sont à la tête des A'. Ils avaient certainement raison parce que c'est des techniciens. Moi, je me mets toujours à la place des techniciens. Mais je me dis que comme ça se passe sur d'autres cieux, quand quelqu'un est meilleur buteur, d'office, je me dis qu'il devrait, en principe, être dans la liste. Bon, Rigaud est venu corriger un tout petit peu ça. À lui donc maintenant de prouver qu'il peut. Et on ne sait jamais. La canne est là. Donc peut-être parmi les locaux, la petite tranche des locaux qu'on prend souvent, il peut également être là. Voilà Wow, qui était à Colombe, qui après la Coupe du Monde et le Chan est reparti professionnel. Jérôme Ngom, voilà, qui est reparti, qui est professionnel aujourd'hui. Donc c'est des tremplins et des chances qu'il faut naturellement saisir. Alors, Timothée Makongo, ce match Cameroun-Namibie, le Cameroun n'a pas à s'inquiéter malgré les forfaits de certains joueurs importants. La Namibie est une bonne équipe. Ils ont fait... Serge Zambo nous a dit que c'est une équipe prénable. Non, toutes les équipes sont prenables, mettons-nous d'accord. Là-dessus, toutes les équipes sont prenables. Au contraire, c'est nous les Camerounais qui sont souvent insaisissables. Mais ce que je voudrais dire, il y a des joueurs qui manquent comme Choupo-Moting. Choupo-Moting, ce qui va nous manquer chez Choupo-Moting, c'est ses qualités personnelles. C'est-à-dire qu'il a des improvisations au niveau de la rapidité, au niveau de l'instantané, qui sont rares, techniques même qui sont rares. Ça va nous manquer. Mais nous avons sur place, quelqu'un, tout à l'heure, Zambo parlait de Mahop. Mahop est un joueur en puissance. C'est vraiment un joueur en puissance qui s'il était dans un grand, enfin, disons dans les clubs où les entraîneurs font attention à certaines qualités, aurait déjà explosé largement. Mais je pense que même étant au Cameroun, il peut exploser. Non, à Canon, on ne fait pas attention. Si, non, c'est pas que Canon ne fait pas attention, mais les moyens qui sont utilisés à Canon ne sont pas les moyens qui pourraient être utilisés à Saint-Germain ou à Barcelone ou à Real. Ce n'est pas les mêmes moyens. Canon ne peut pas mettre un entraîneur pendant une semaine à s'occuper de Mahop, pendant une semaine ou 2 semaines pour savoir comment il vit, comment il mange, s'il se porte bien. C'est un engagement qui n'est pas toujours évident. Oui, ce n'est pas évident au Cameroun. Mais au niveau de Toko Ekambi, je ne m'inquiète pas. Nous avons des remplaçants, nous avons de la relance là-dessus. Et au niveau de... Bon, à partir du moment où nous avons déjà la même défense, le même type de balance, et un peu plus renforcée, et qu'on a un joueur bougeant en attaque comme Gamaleu, qui est en réalité un très très bon distributeur, qui occupe très très bien une belle moitié avant du terrain. Nous sommes, en réalité, c'est l'occasion pour ceux d'ici. C'est pour ça que j'ai toujours l'impression qu'il y a un côté un peu péjoratif, qu'on les appelle locaux. C'est des joueurs de football, c'est vrai qu'ils sont des locaux, mais il y a un côté un peu péjoratif quand on parle d'eux. Parce que quand vous parlez on a l'impression que c'est des joueurs au rabais. Parce qu'on est censé être dans un championnat professionnel. Là encore, c'est tout un autre débat. Bon, tout à l'heure, Zambo faisait allusion à Mila. Quand Mila, à l'époque où il revenait au Cameroun, Mila avait fait toute sa carrière au Cameroun. En fait, c'était un gars du village qui a grandi dans les rues du village, qui a travaillé dans le football, le Mongo football, le football de quartier. Ça dit qu'il a connu la mentalité du village. Il y a des jeunes là qui sont formés directement en France et qui se retrouvent au Cameroun pour participer au championnat camerounais. Évidemment, ils sont un peu dépaysés quand ils arrivent. Mais beaucoup de ceux qui sont là maintenant connaissent le football local. Moi, maintenant, c'est un problème, c'est un déclic qu'il faut, et je pense que la Fédération a mis le paquet quand on regarde un peu tous les discours qui se font ces derniers temps, et la volonté qu'ils mettent à avoir plus de résultats dans l'efficacité. Je me dis que ces gars-là, il faut leur faire confiance. En fait, il faut leur donner l'impression qu'ils peuvent faire aussi bien que les autres. Pour moi, le seul véritable absent, c'est Choupo-Moting.
Tous les autres peuvent ne pas être là. Bon, et vous savez, comment on appelle l'autre, Boubacar Vincent, c'est le facteur, il a un facteur placement, un peu comme Ngangoune avait à l'époque, un facteur puissance, opportunité, très belles opportunités à chaque fois. Peut-être qu'il a le flair pour avoir le bon placement au bon moment. Hein. Mais vous devez voir un peu le but qu'il a marqué contre le Brésil. Qu'est-ce qui lui a fait la passe? C'était un joueur local. Et ce gars-là a eu une espèce d'audace incroyable de démarrer vers l'aile là et de faire ce centre. Tu es en pleine course. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que ces gars-là peuvent faire des choses extraordinaires. Moi, je crois en eux. Bon, maintenant, il faut espérer que... Et je pense que le staff de nos notables met le paquet pour qu'il n'y ait pas d'erreur, de mauvais frottements, qu'on est à côté de tous ces matchs, que nous nous concentrions à obtenir un résultat. Parce qu'il faut dire que nous obtenons globalement, nous sommes dans de mauvais résultats depuis quelques temps. Voilà, obtenir le résultat. On sait, je le disais, hein, la Namibie qui est notre adversaire, c'est un adversaire prenable. Et Timothée Bakongo estime que c'est quand même le Cameroun qui est en face. Georges Rime, l'objectif, ça reste évidemment de remporter les 3 points. S'il faut aller voire 6. S'il faut aller en Côte d'Ivoire, il ne faut pas laisser les points en jeu, il faut aller les chercher. Et nous avons la possibilité de le faire déjà vendredi chez nous. Il faut assurer les 3 points chez nous avant d'aller batailler en Afrique du Sud lors du match retour contre cette même équipe namibienne. C'est vrai, sur le papier, le Cameroun est favori. Hein. Il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas faire la fine bouche. Mais il ne faut surtout pas prendre cette équipe namibienne de haut. Je me souviens encore le Cap-Vert qui lui dit que le Cap-Vert nous priverait d'une Coupe d'Afrique des Nations. Personne n'aurait misé le moins de copec sur ce cas de figure, sauf que c'est déjà arrivé. Donc, cette expérience cap-verdienne devrait nous rappeler à ce qu'il n'y a pas de petite nation de football. Les autres ont fait des efforts, ont fait des progrès pour se situer au niveau où les meilleurs sont arrivés. Et si en plus les meilleurs ont fait du surplace ou alors ont régressé, vous convenez avec moi qu'une équipe comme la Namibie peut bien nous poser des problèmes. Mais je pense que globalement, le Cameroun a les outils pour venir à bout des Namibiens. C'est vrai qu'il nous manque sur le front de l'attaque 3 cadors, Vincent Boubacar, Éric Maxime Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi. Mais ceux qui sont là ne sont pas des faire-valoir. Vous avez Brian Bemo qui a pris part au dernier mondial, Mominga Malle pareil, Ignatius Ganago, dont ce sera peut-être l'occasion de prouver ce dont il est capable, parce que je me souviens que sur les antennes... l'opportunité bien aussi. Évidemment, c'est de cela que je parle. Je me souviens que sur les antennes de la chaîne de télévision nationale, il s'était plaint du peu de temps de jeu qui lui était accordé. Je pense que je ne vais pas rentrer dans les secrets de l'encadrement technique, mais globalement, on pourrait le titulariser contre la Namibie et il ne demande que ça. Peut-être l'occasion, voilà, justement. D'autant plus qu'en club, avec Nantes, ces dernières sorties, il semble très en forme. Et il ne demande que ça pour... il ne demande que ça pour faire vivre les Camerounais. Nous, pour ce qui est de Mahop, sera-t-il aligné? Je n'en sais pas. Mais je pense que je suis un peu africain. Je suis africain comme nous tous sur ce plateau et je ne peux m'empêcher de croire ou alors de penser à certaines choses. Les absences subites et surtout celle de Karl Toko Ekambi, parce que pour Vincent Boubacar, c'était connu qu'il ne jouerait pas. Choupo-Moting, pareil. Parce que le dernier match qu'il joue avec le Bayern, c'est celui du 8e de finale retour de Ligue des Champions. Champions League. Voilà, les autres matchs de championnat qui ont suivi. Contre qui? Contre Paris, bien évidemment. Où ils éliminent Paris au milieu. Je n'étais pas au courant. Voilà. Bon, je sais que tu veux faire une petite pique. Donc, vous êtes tous les deux les Marseillais. Je referme la parenthèse. Voilà. Donc, Choupo-Moting également, c'était quasi certain qu'il ne jouerait pas. Par contre, l'incertitude, c'était Karl Toko Ekambi.
son forfait a été constaté. Et du coup, je ne peux m'empêcher de dire, et si c'est un signe du destin pour un garçon comme Emmanuel Maroc, parce que je ne pense pas qu'il aurait eu 50% de chances de jouer, de disputer ce match. Si, au-delà même, d'être appelé même d'abord. Si Karl Toko Ekambi ne s'était pas blessé. Si Karl Toko Ekambi n'était pas forfait. Je ne sais pas, je ne suis pas très certain qu'il aurait 50% de chances de disputer quelques secondes de ce match. Mais avec le forfait de Karl Toko Ekambi... Encore que dans cette liste, il n'y a qu'un seul, je te coupe, il n'y a qu'un seul local, hein, la toute première liste. C'est-à-dire le gardien de but de Gazelle. Babi. Donc je me dis, et si c'est un signe du destin à l'endroit de ce dernier, si c'était, comme on dit, la petite surprise du chef Rigobert, moi je pense qu'il se dessine quelque chose, notamment pour lui. Et en tout cas, mon vœu, c'est qu'il lui soit donné la possibilité de s'exprimer. Je ne doute pas un seul instant qu'il fasse quelque chose. Mais là, globalement, je pense qu'on a les meilleurs. C'est vrai que Faye est blessé. On l'a remplacé par Ita Bawak. Mais je pense que ce sera Bokele, pour tout des Girondins de Bordeaux, qui jouera à droite. Si on joue à une défense à 4, donc pour toi à droite, dans l'axe, vraiment, Christopher ou Castelletto. Moi, je ne veux même pas réfléchir autrement que cela. À gauche, j'ai dit moi, je ne veux même pas réfléchir comme cela. Mais il y a quand même une absence qui me contrarie un peu, c'est celle d'Enzo Ebossé. Hein. Oui, Ebossé est blessé. Ah, il est blessé avec son club. Et d'ailleurs, la saison est terminée pour lui. Ah, bon, je crois qu'on parle de rupture des ligaments croisés. Du genou, dans ces blessures assez graves. C'est très grave. Nous lui souhaitons propre. Non, mais Christophe Oro, parce que c'est que, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder Paris Saint-Germain-Rennes. Il a neutralisé. C'est pour ça qu'il a neutralisé Mbappé. Serge. Tous les attaquants d'ailleurs. Même Messi. Serge, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, je ne veux même pas réfléchir à un axe autre que celui que j'ai cité là, Castelletto, Christophe Wu. Et bien évidemment à gauche, No Tolo, puisque j'imagine mal Dari Yangwa prendre sa place. Au milieu du terrain, naturellement, Zambo Anguissa, Thiam et je pense Koundé Malon. Ou alors on l'a, pourquoi pas. Peut-être. Et il y a également ce petit de Chelsea dont les échos qui nous sont parvenus. Il est bon, ce petit Chelsea. Il est très bien. L'entraînement des Lions. Bon, maintenant, comment il va se sentir dans les Lions, mais il est très bien. Il paraît d'après ce que ceux qui sont là-bas le voient faire. Ce petit, il en a dans les jambes. Donc, globalement, on a l'effectif et l'équipe pour faire. Et sur la ligne d'attaque? Sur la ligne d'attaque, je l'ai dit, je pense que Brahim Bemo. Ignatius Ganago et Ngamale. Mais comme je l'ai dit, je ne serai pas en même temps surpris de voir Maop rentrer en course. Ouais. Bon, le petit, ce que je voulais dire, le petit de Chelsea, il est déjà apprécié. Hein, parce que vous voyez, la plupart, on a perdu beaucoup de joueurs dans ce genre de cas. Vraiment, ceux qui l'ont convaincu, je tire un coup de chapeau au président de la Fédé. Parce qu'avoir convaincu un enfant aussi jeune... Ça m'arrive pas très souvent. Ça m'arrive pas très souvent. Je suis un peu protecteur de certaines choses. Vous vous souvenez ici, lorsqu'on parlait du basket, où je me suis dit pourquoi on ne pourrait pas avoir tel. Le Cameroun serait bon. Je crois qu'Emmanuel Maop, si je peux le citer, nous avait expliqué, lui qui s'y connaissait un peu trop bien dans la chose, nous avait expliqué exactement comment... Emmanuel Maop, l'analyste de sport. Analyste de sport, naturellement. Pas le joueur. Bon, il nous avait expliqué comment ça se passe, ainsi de suite. Donc, et je me souviens également, j'avais été pris même à partie à Médiatude, où je disais qu'il y a certains joueurs qui sont venus à l'équipe nationale, qui avaient boudé l'équipe nationale à un moment donné, et qui sont venus, qu'on amène en Coupe du Monde. Pendant que certains qui avaient accepté de jouer d'emblée sont restés. Donc, si aujourd'hui, je pense, c'est aussi notre rôle, hein, moi je me dis, à mon humble avis, que ça c'est une victoire, et la mienne. Si aujourd'hui, un enfant qui commence à jouer et qui reconnaît immédiatement sa patrie, si on a 3, 4, 5, 6 comme ça, comme le disait Tim à une émission, je crois que le Cameroun gagnerait beaucoup plus que de voir nos joueurs spoliés de temps en temps aller jouer plutôt pour d'autres horizons. Ça, cet enfant, il a salué, et ceux qui l'ont convaincu, en commençant naturellement par, puisqu'il s'agit de la Fédération française de football, hein, c'est-à-dire le coach qui est nommé par le président,
ou du moins via le ministre, ainsi de suite. Donc, ça, je félicite exactement la fédération. Et que ce travail-là continue, qu'on ne s'arrête pas seulement chez ce jeune. Rim le disait tout à l'heure, peut-être qu'il a eu l'occasion de le suivre aux entraînements et les échos qu'il le reçoit parce que c'est des gens qui sont sur le terrain. Donc, qu'après, qu'on puisse bonifier cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a un talent qui est quelque part, qu'on y aille, on n'a pas demandé à ces gens de former nos joueurs. Ils peuvent les former. On ne leur a pas demandé de les former, mais ils peuvent les former. Mais à un moment donné, ils les forment pour qu'ensuite ils travaillent sur certains et qu'ils soient rejetés. Prenez le cas en Koudou. Nous avons fait des yeux, j'ai parlé de Koudou plusieurs fois, on a fait des yeux doux en Koudou. Il oriente l'équipe de France. Il n'y a pas que lui. Hein. Il n'y a pas que lui, ils sont nombreux. Et moi j'étais contre, ça je le dis, que Médiatur prenne encore mes phrases, que dalle. J'ai dit, ce n'était pas de la qualité des joueurs que je parlais. Je parlais du dévouement pour la nation. Donc aujourd'hui, si Ndiogoué est avec nous, c'est à saluer, et que Samuel Eto'o continue à aller chercher ces perles rares qui sont ça et là. Par exemple, en France, on te dit, on était une fois ici avec Job, il nous a dit comment ça se passait. Moi, je lui ai même posé la question de savoir qu'à un moment donné, il se disait qu'il voulait choisir la France. Il a dit non, il n'a jamais voulu, il s'est toujours dit qu'il était Camerounais. Ça, c'était à saluer. Mais d'autres, pourtant, Ncham, par exemple, à un moment, il y a eu une interview, on l'a vu. C'est après qu'il s'est rebiffé quand il a senti que la France. Il y a eu le cas Roger Boli. Boli qui a joué un seul match avec la France. Il aurait pu faire une belle carrière avec la Côte d'Ivoire. Donc, il y a plusieurs cas où nos joueurs ont été spoliés de cette manière, en Afrique et même partout dans le monde. Il le disait tout à l'heure que nous sommes dans le quota du football. Dehors, nous sommes à peu près 35%. Bon, mais dans les 35%, tu vas voir qu'il y a peut-être 22 qui jouent pour ces nations et c'est le reste qui vient jouer pour nous. Si on peut renverser la tendance, moi, ça ne fera que du bonus. Mais maintenant, là, il y a aussi un autre problème, le bémol. C'est qu'il faut que les pouvoirs publics, que ça suive. Que ça suive. Parce que ça, c'est très important. Parce que je me mets aussi à la place de ces gens, je me mets à la place des familles. Il y a eu, par exemple, le cas du garçon que nous avons bel et bien insulté dans les réseaux sociaux contre Cameroun-Suisse. Voilà. Mbolo. Il y a beaucoup de cas. Il faut que ça suive. Qu'on mette les moyens pour pouvoir faire en sorte que les gars, lorsqu'ils se retrouvent avec nous, qu'ils soient à l'aise, comme un peu ça se passe aujourd'hui. Ça, il faut apprécier. Il va aller voir, par exemple, l'avion qui vient prendre les lions pour les amener en coup de mort. Ça, c'est professionnel, c'est bien. Quand un gars rentre dans ce genre de truc, il se rend compte que c'est le même traitement, à la limite qu'il a de l'autre côté, qu'il le retrouve ici. Ça donne envie de venir. Mais quand il vient, il voit comment on l'a appelé peut-être chez les A' de la France, il voit comment ça se passe. Quand il vient chez les A du Cameroun, il voit ses rififi. Je pense que là aussi, il va réfléchir autrement. Est-ce que c'est seulement un problème de moyens? Parce qu'on se rappelle quand même qu'il y a d'autres joueurs qui sont venus, mais l'environnement même autour des lions indomptables, ils sont partis, ils sont plus... Oui, c'est de ça qu'on parle. C'était pas comme Joël Matip. C'était pas un problème propre au Cameroun. On le dit, on pense que le problème des binationaux n'est propre qu'au Cameroun. Non. Il y a eu ce problème dans tout le pays africain, dont au Mali, en Côte d'Ivoire, les enfants optaient pour les sélections occidentales. C'est vrai que chez nous, on en parle plus parce que il s'agit de nos joueurs et de voir comment ça se passe dans la tanière. Mais je ne vais pas revenir sur ce débat, on l'a longtemps fait. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience collective au niveau africain qui fait que de plus en plus, nos enfants, je vais les appeler comme ça, qui ont été formés là-bas et qui, même pour certains, ont porté... on jouait avec l'équipe de France, je prends l'exemple de l'Algérien, même pas flirté. Oussem Awa, par exemple, a disputé un match avec l'équipe nationale de France. Mais un match, moins de 90 minutes, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas automatiquement qualifié pour ne jouer qu'avec la France. La preuve, c'est qu'il a rejoint l'Algérie. Je vais vous parler d'Oussem Awa, je vous parlerai d'autres joueurs sénégalais, maliens, camerounais, ivoiriens, etc., qui de plus en plus ont compris la chose et reviennent jouer pour le pays de leurs ancêtres. Donc il y a cette prise de conscience collective. Il faut simplement que, au niveau du Cameroun, puisque nous sommes Camerounais, que nous sachions, nous puissions capitaliser là-dessus, que nous mettions ces enfants en confiance. On a parlé de Djongo Elliott, mais il y a également Namasso avec le FC Porto.
malheureusement qui n'a pas été retenu dans la liste de ceux qui vont disputer cette double confrontation contre la Namibie. Mais il y a des pépites un peu partout en Europe vers lesquels il faut aller. Parce que je pense que nous rentrons en pleine phase de reconstruction de cette sélection. Chaque année? Oui, il y a comment je vais dire ça? Chaque année, non, pas de reconstruction. Chaque année. Non, pas chaque année, Lydie. Quand tu prends cette équipe, il est clair que des joueurs comme Vincent, permettez que je termine. Il est clair que des joueurs comme Vincent Boubacar, Choupo-Moting ne seront plus là pour longtemps. Je pense que la dernière grande compétition à laquelle ils pourront prendre part, si on se qualifie, c'est la CAN. Derrière, Nkoulou, vraiment, si on se qualifie, ce sera terminé pour lui. Au milieu du terrain, il y a des joueurs sur lesquels on va s'appuyer, mais dans certains compartiments, on est en reconstruction. Et il faut aller vers ces jeunes joueurs qui évoluent de l'autre côté, leur tenir un discours rassurant pour leur dire « Revenez, la patrie compte sur vous, le pays compte sur vous. » Vous les mettez dans des dispositions telles qu'ils sentent qu'on a vraiment besoin d'eux et ils reviendront. Je vous ai dit, de manière globale, il y a cette prise de conscience collective au niveau de l'Afrique qui fait que les enfants reviennent de plus en plus. Oui, Timothée, réagir. Je suis un peu dans la même dynamique que Rim et Jambo. La seule chose, en réalité, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand un enfant, beaucoup de parents, à un moment donné, ont milité pour envoyer les enfants à l'extérieur pour des raisons de sécurité financière, sécurité alimentaire, sécurité même de vie. Donc, un enfant qui a donc les possibilités d'aller jouer en France, même dans un club de deuxième division, qui va gagner 20 fois plus qu'au Cameroun, quelle que soit la volonté de retour qu'il éprouve pour revenir, quelle que soit ce qu'il est, la brillance qu'il peut avoir pour revenir au Cameroun, si le Cameroun n'a pas derrière ça, non seulement la volonté politique, mais un championnat professionnel réel avec des salaires engagés, où des hommes sont des travailleurs efficaces qui peuvent gagner comme certains fonctionnaires 300, 400, 500 000 francs par mois, ce sera difficile de leur dire de revenir. Parce qu'en réalité, il y a une misère sociale qui nous accompagne tout le temps, qui accompagne beaucoup. Nous parlons de la sélection. Je suis d'accord avec vous. La sélection. Qui peut continuer à jouer là-bas. Vous savez, le retour à sélection, un peu cautionné par... Le retour à sélection, c'est quoi? C'est 10 jours, 20 jours, 30 jours, et puis on recommence l'année d'après. En fait, c'est pas une motivation. C'est vrai que le retour en sélection, ça leur permet de lancer leur image de marque. Parce qu'en termes d'image de marque, c'est vrai, ça leur permet de se relancer. Mais quand ils pensent à se relancer, c'est par rapport à ces pays-là, par rapport aux clubs qui évoluent dans ces pays-là. Donc, en réalité, toute leur énergie, toute leur famille, parce que beaucoup soutiennent des familles entières, sont devenus la base de leur famille entière. Il est inimaginable pour eux qui viennent définitivement au Cameroun, mais ils ont besoin, pour leur épanouissement personnel, de faire partie de cette équipe nationale. C'est pour ça qu'en réalité, au fond de leur trip, et qui quittait par exemple. Au fond de leur trip, ils aiment le Cameroun, mais au fond de leur trip, ils savent que le Cameroun ne pourra rien leur donner en définitive. Et ils sont obligés d'utiliser le Cameroun comme un moyen pour s'épanouir autrement. C'est un problème d'amaigrissement social. Il y a un amaigrissement social qui existe au Cameroun, qui est vrai, et qui fait que... Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Si, ça a quelque chose à voir avec le patriotisme. Parce que quand nous mangeons les discours d'Aïdjo. Parfois, avant un match international, on nous donnait 5 000 francs, on nous donnait le discours d'Aïdjo. Mais non, c'est parce qu'elle dit que le patriotisme a existé de manière très, très engagée. Avec nous, d'ailleurs, c'était plus fort. À notre époque, c'était beaucoup plus fort. Parce que quand le patriotisme se retrouve confronté à des réalités financières, à la récession économique, à la misère sociale, à une corruption même sociale, je vous assure que vous ne le vouliez pas, le patriotisme est un peu égrené. Il s'effrite petit à petit. Et vous ne pouvez pas dire... Vous voyez que les gens qui ont un patriotisme, c'est les gens qui ont, je pourrais dire... qui ont encore 50 ans en montant, 50 ans en montant. C'est eux qui ont encore cette pureté de patriotisme camerounais. L'instruction civique est finie. On ne fait plus l'instruction physique. C'est-à-dire qu'en fait, l'instruction civique est une forme biblique d'amour, de solidarité entre les peuples, entre les hommes. C'est pour ça que, plus que jamais, plus qu'avant, mieux qu'aujourd'hui, avant...
des réseaux pour avant, l'engouement patriotique était très très fort. Hein. Non seulement le patriotisme en lui-même, mais aussi le nationalisme, parce que les deux vont un peu de pair, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui existait. Des hommes pouvaient mourir par amour pour le pays. Vous regardez à l'époque, Joe Bessala, ces gars ne regardaient pas. Nous, on ne regardait pas ce qu'on allait gagner pour aller à l'équipe nationale. Hein. L'essentiel, toi, tu sais, l'essentiel, c'était que ton nom soit parmi ceux qu'on va appeler pour cette équipe nationale. C'est vrai encore aujourd'hui. Le problème, tu déplaces, excuse-moi de le dire aussi, tu déplaces un peu le débat. Nous parlons de ces enfants-là qui ne sont pas nés chez nous, qui sont nés là-bas, ont grandi là-bas, ont une autre culture, nous sommes dans le même débat alors. Mais maintenant, comment faire pour les ramener chez nous dans l'équipe nationale, hein? Et justement leur inculquer ce sentiment patriotique-là. C'est de cela qu'il est question. Nous ne parlons pas de ça. Ce n'est pas quand ils seront là qu'on va... Non, je suis désolé. Je suis désolé. Un garçon, je vous prends un exemple. Joël Matip. Tout part de la base. Joël Matip. Vous allez tout lui reprocher, sauf cet amour du pays. Puisqu'il a accepté de revenir, c'est déjà un acte de patriotisme. Mais après, qu'est-ce qui se passe pour qu'il décide de ne plus revenir? Il y a eu éducation. Tu nous rejoins. Non. Mais tu me rejoins parce que je parle justement de cette rupture-là, de cet effritement de nationalisme-là, à cause des réalités sociales. Non, tu me rejoins. Ça n'a rien à voir avec le social. Non, ça a toujours à voir avec le social. Si tu dis que ça n'a rien à voir avec le social, alors tu es à côté. Si tu me dis que le système de gestion... Matip a faim? Est-ce que nous parlons de la fin de Matip? Non, parce que tu as parlé, tu as évoqué un ensemble de choses. Mais d'une manière générale... Pour sa famille. Pour sa famille. Mais comment? Non, je veux dire ceci. Le problème, tel que tu l'as développé... C'est pas un problème de fin d'un individu. Tel que tu l'as développé... C'est un problème global. C'est donner le sentiment que ces gars, quand on va les chercher... c'est pour venir jouer dans Canon, dans Union, dans machin. Non, ils ont leur vie là-bas. Ils ont une culture dans laquelle ils ont baigné pendant longtemps. Ce n'est pas facile pour eux de revenir. D'autres sont même partis d'ici. Ils sont même nés ici. C'est pas ce que j'ai dit. On ne s'est pas compris. On a parlé des nationalismes, on a parlé de ce sentiment nationaliste. Et je voulais expliquer que ce nationalisme, c'est frite chaque fois que vous êtes confronté à des réalités sociales assez sévères. Ou très sévères même. C'est une réalité sociale. À l'intérieur du Cameroun, nous sommes restés, beaucoup de gens sont restés, beaucoup de jeunes sont à l'intérieur du Cameroun. Le sentiment nationaliste les a quittés. Le patriotisme les a quittés. C'était. Parce qu'à cause de ça, si quelqu'un veut parler du nationalisme sans penser à la réalité sociale, il dit il y a un problème. C'est des choses qui vont ensemble. Moi, j'ai une question. On va peut-être qu'on écoute un extrait de l'interview de Rigobert Song. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'environnement autour des Lions indomptables est totalement assaini? Il y a un progrès, il y a une volonté réelle qui s'opère chaque jour. Et il y a un espoir de voir cette réalité s'assainir. Il y a un espoir réel. Mais nous sommes face à des confrontations dualistes qui font que, d'un côté, il y a une volonté étatique qui... Vous avez vu qu'on a vu la dernière fois, nous avons vu ce monsieur qui s'occupait des enfants handicapés, des enfants démunis et tout ça là. On a vu aujourd'hui celui qui s'occupe du volleyball récemment. On a vu celui qui s'occupe du paralympisme. C'est des mécènes qui prennent sur eux de lancer ce sport. Zambo, plusieurs fois, il s'est lancé dans le soutien des équipes. C'est un supporter du Canon. Il ne compte pas. Mais il est dans les souvenirs d'un amour qui n'est pas mort. Mais je veux dire... Non, même de savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que il est difficile d'entrer dans un nationalisme actif, dans une volonté réelle de voir ce nationalisme se développer. C'est un sentiment, c'est un état d'esprit. L'environnement autour des Lions indomptables aujourd'hui, est-ce que... L'environnement, il y a un effort extraordinaire. C'est plus sain pour permettre justement que les joueurs, les binationaux qui arrivent, repartent et reviennent. Attends, je veux dire que... Rime a évoqué tout à l'heure leur vie de France. Ce que le président d'Africa Foot actuel et son équipe ont fait, ils ont apporté une certaine sérénité. Pour ceux qui on ne parle plus de problèmes de primes, on ne parle plus de problèmes de salaire des joueurs, on ne parle plus de problèmes d'hébergement, ni de nutrition, ni d'encadrement. L'encadrement a fait un bond extraordinaire. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais cet encadrement est confronté à un certain nombre de conflits qui viennent de ceux qui dirigent la nation. Et parce qu'il y a ces conflits-là, même pour
L'autre jour, nous avons parlé des informations, des conférences de presse qu'on ne fait plus tellement comme avant. C'est pas parce qu'il y a une peur de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux qui reprennent certaines informations à des fins destructeurs. Bon, maintenant, quand on regarde ces jeunes qui veulent revenir, parce que leur but n'est pas seulement de revenir à l'équipe nationale, ils veulent pouvoir s'intégrer dans la réalité sociale du Cameroun. Hein. Ça veut dire qu'il y a un travail de marketing social à faire au niveau des autorités locales. C'est-à-dire, en fait, nous avons un groupe de... Mais ils viennent pour jouer, hein. Ils viennent pour jouer, ils viennent pas... Ils viennent pour jouer, ils ont des familles au Cameroun. Ils ont des familles au Cameroun, ils ont des réalités au Cameroun, et derrière un joueur qui vient pour jouer à l'équipe nationale, il y a l'espoir qu'un jour le football va atteindre le même niveau qu'ils vivent là-bas. C'est cet espoir qu'on vit. Serge Zambo. Cet espoir, on le vit. Tu penses que du fait qu'ils ne viennent plus en sélection nationale, ils ne viennent pas rendre visite à leur famille? Mais cela vient le voir, c'est ce que je dis. Justement, ce que tu me poses aussi la même question. Est-ce que je ne dis pas le nationalisme. Autour de pas venir voir sa famille ne veut pas dire qu'on n'est pas national. Jouer pour l'équipe nationale ne veut pas dire que tu ne sois pas... L'environnement est plus sain aujourd'hui autour de l'équipe nationale de football du Cameroun. Il vaut mieux ne pas discuter là-dessus parce que tu n'as pas compris. Moi, avant de répondre à la question, je voulais revenir sur quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on pense que on parle uniquement des binationaux. Quand on parle des binationaux, c'est forcément un gars qui a son père ici, sa mère est peut-être blanche. Nous parlons de tous ceux qui... Ils peuvent même partir d'ici même à 5 ans. Il va là-bas, on le forme bien, mais qui peut revenir? Il peut arriver qu'il soit né là-bas, d'un père camerounais et d'une mère camerounaise. Donc tout ça, c'est ça un peu que je parle. Bon, maintenant, est-ce que l'environnement, comme vous le dites, moi je dis oui. Je dis oui. Je m'avantais peut-être tout à l'heure de voir l'infrastructure dans laquelle les lions dorment aujourd'hui. Ce n'était pas comme ça avant. Il faut le dire. À l'époque, on dormait dans un petit hôtel du côté de l'hôpital général. Tu as payé la publicité, donc... Je ne vais pas donner le nom. Donc, aujourd'hui, je dis, c'est pour ça que je vous ai dit de faire un tour au complexe Mundi. Mais les Lions ont aussi séjourné à l'hôtel Montfébé, hein. Ça n'a pas toujours été les petits hôtels. Non, le Montfébé, non. Écoutez, c'est l'hôtel. Là-bas, c'est un complexe. Quand ils sont au Montfébé, c'est pour dormir, prendre le bus et aller s'entraîner au Stade Omnisport. Ça faisait partie des conditions. Je dis donc, et aller au Stade Omnisport. Voilà. Mais là, maintenant, je dis, vous avez tout sur place. C'est déjà une avancée. Quand l'équipe de France se retrouve à Guizna, il y avait, à l'époque, nous sommes en Coupe du Monde en 2010, en Afrique du Sud. Voilà. Et ça se passe n'importe partout, quand il y a une compétition, on sélectionne un nombre d'hôtels ou alors de sites qui doivent accueillir les équipes. Tout à fait. La France devait être quelque part, mais la France n'est pas allée loger où c'était dit. Ils sont allés voir le site de Kizna, Naïsna, qui avait toute une plénitude. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient sur place. Vous voyez un peu? Ça évite, parce que c'est en retrait, on est hors de la ville. Ça évite les bruits, ça évite même qu'ils soient vus, tout ce que vous voulez, les balades et tout ça. Il y a tout sur place. Vous avez un bois de promenade, vous avez 2 salles de sol, vous pouvez jouer au tennis ballon, vous pouvez. Ça, c'est déjà quand même une avancée. Vous pouvez dormir de façon séante. Bon, il n'y a plus de problème de prime, comme il a dit. Vous voyez un peu? Il n'y a plus trop de problèmes, tel a dit ceci, tel a fait ceci. Tout a été recadré. Je crois qu'il faut aussi saluer le travail des teams. Mais ce qui s'est passé quand même lors de la dernière Coupe du Monde. Oui, ce que je veux dire, c'est que, Lydie, tout ne peut pas être parfait. Ça, il faut le dire. Que toi et moi, nous soyons frères et sœurs, il y aura toujours des petits couacs. Qu'on soit mari et femme, je ne le dis pas, il y aura toujours des couacs. Qu'on soit amis, je crois que la dernière émission que je fais avec Tim, que je respecte bien, vous voyez un peu, donc tout ne peut pas être parfait. Mais, eu égard ce qui se passait avant, nous pensons que, franchement, au niveau de la tanière, il y a moins de bruit, il y a moins de problèmes qu'avant. Vous voyez un peu. Et puis, on a aussi essayé d'éliminer nos anciens qui venaient souvent soit donner un apport, ainsi de suite. Donc, on les a un peu mis à l'écart. Bon, maintenant, le seul bémol que j'ai, c'est peut-être que le président de la FECAFOOT était trop présent, mais depuis là, il ne l'est plus trop. Il sortait beaucoup plus et il a parlé de ça tout à l'heure. Il peut être présent, mais qu'on ne le fasse pas savoir. Aussi simple que ça. Il a parlé des réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi FECAFOOT TV va faire ressortir une interview que le président a avec les joueurs au vestiaire.
On n'a pas besoin de ça. Ça peut se passer là-bas entre eux, on ne saura jamais. Quand vous avez parlé tout à l'heure que les problèmes qu'il y a eu, ça se serait géré là-bas, qu'on n'aurait jamais su. C'est vrai aussi qu'il y a des journalistes qui sont fouineurs, vous voyez un peu. Mais je dis que les teams presse qu'on a nommés, Thierry Do, que ce soit pour l'équipe nationale et les autres, savent exactement ce qu'ils doivent faire. Je crois qu'ils protègent au maximum cette équipe, ils protègent au maximum les joueurs. Voilà. J'en veux pour preuve que lorsque ça s'est passé là-bas, moi qui j'ai quand même certaines affinités, comme vous, avec Do, j'ai essayé de le titiller. Que dalle, je n'ai vu aucune information. Donc si c'est sorti, ça ne peut pas être par lui. C'est quand Fecafoot TV même vient montrer ce qui se passe que nous sommes au courant. Je crois que c'est des choses qu'il faut corriger au niveau de la communication, de toutes les façons. Au niveau de la communication, il y a des choses qui doivent rester internes. Mais maintenant, sur ce que nous voyons, les gars ont les infrastructures qu'ils veulent. Je crois qu'aujourd'hui, à l'époque, on disait que non, le gazon n'a pas été bien arrosé, on ne peut pas produire du beau football. C'est des choses qui n'existent plus. Même le stade Omnisport, qui est l'un des plus... Il a été bien retouché. J'ai essayé, je suis allé, je vais constamment avec mon ami Rim, à Bepanda. Quand vous êtes à Bepanda, au niveau des gradins, vous sentez, vous dites que vous êtes quelque part. Voilà, les pelouses sont bien, elles sont arrosées. Donc, tout est mis en place pour que les gens puissent produire du beau football. Tout est mis. Même les garçons, il n'y a pas de problème de prime. Ils sont bien entourés. Les familles ne les visitent pas, sauf après la compétition. Il y a ceci, il y a cela. Encadré. Ils sont bien encadrés. Donc, aujourd'hui, je peux penser, on a le droit de penser que la tanière ne ressemble plus à la tanière d'antan. Donc, pour moi, il y a une nette évolution que je pourrais mettre la barre peut-être à 80%. Bon, maintenant, les 20 autres pourcents, c'est les problèmes qui sont liés, soit l'omniprésence du président, qui peut bel et bien être omniprésent, on ne le fustige pas, mais qu'on ne le fasse pas savoir. Aussi simple que ça. Donc, le problème au niveau de juste de la communication. S'il y a peut-être aussi des petits trucs à régler, je crois que ça va. Bon, aujourd'hui, l'entraînement peut commencer à 15h. Je suis sûr qu'on commence à 15h. On doit manger souper, je ne sais pas, à midi. Ça se passe à midi. Il n'est pas question d'attendre le capitaine qui va descendre. L'autre dire qu'on attend qui. Donc, je crois que tout ça est définitivement réglé. Donc, c'est des choses qui existaient avant. Voilà. On va proposer d'écouter un extrait de cette interview de Rigobert Song par rapport à ce match Cameroun-Namibie, la sélection des joueurs locaux, sa tournée européenne il y a quelques semaines. Il revient dans tout ça, dans cet élément que nous vous proposons de regarder. Après avoir traversé nous espérons aussi ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde, nous voilà aujourd'hui et je pense que c'est toujours un plaisir puisque ça fait plaisir de retrouver tous les joueurs et qu'on puisse se retrouver pour les projets que nous avons atteints. En tant que manager sélectionneur, je dois être près de mes joueurs, proche d'eux. C'est mon rôle d'être proche d'eux et qu'ils ressentent qu'en dehors de ce que je représente comme manager sélectionneur, je suis d'abord leur grand frère et attirer leur attention pour les besoins pendant le séjour que nous avons ici. L'objectif, je pense qu'il est très simple, parce que vous savez que nous sommes sur un nouveau projet. Je parle du projet, mais je dirais tout simplement qu'après la Coupe du Monde, nous avons eu un temps vraiment de coupure. Vous savez, après cette compétition, chacun est allé retrouver son travail, son équipe, et il fallait que je dise personnellement que je puisse retrouver les joueurs et échanger avec eux, hormis le fait que nous soyons sur les stades, de pouvoir crier encore et leur dire exactement qu'est-ce qu'on attendait d'eux, parce que les erreurs commises par le passé, qu'elles ne se répètent plus, et que chacun en venant qui sache ce qu'il a à faire et ce qu'on attend d'eux. Donc c'était un peu ça ma mission, et que les joueurs ils doivent ressentir auprès d'eux que il y a, c'est pas toujours dans les convocations, mais en dehors même des convocations, il faut être proche d'eux pour déjà les sensibiliser, aussi qu'ils ressentent que
on est quand même proche d'eux, on les suit et qu'on compte énormément sur eux. C'est vrai qu'ils font partie des cadres. Ils font partie des cadres, ces 3 absents-là. Deux pratiquement de côté, pour le capitaine Aboubacar Vincent, qui est suspendu juste lors du premier match et qui sera là au deuxième match. C'est vrai que Maxime, en ce moment, qui est très en forme et qui est très important dans l'effectif, sans oublier Faye aussi. Mais vous savez, on va faire avec ceux qui sont là. Et j'y crois que les 24 joueurs qui ont été convoqués sont des joueurs qui sont capables de pouvoir faire la différence et donner le meilleur d'eux. Nous sommes dans un projet de qualification pour la Coupe d'Afrique qui est pour nous très important et ça commence dès vendredi. Non, mais je pense qu'il faudrait qu'on donne confiance un peu aux joueurs locaux. Il y avait 2, aujourd'hui c'est 3. Peut-être que demain il y en aura 4, peut-être dessus au fil du temps, et il y en aura plus. Mais je dis, c'est pour donner aussi de la motivation au championnat local, pour que je dis qu'ils aient toujours espoir que c'est possible de retrouver la tanière des Lions. Et c'est par poste. Donc aujourd'hui, je pense que je peux faire appel au meilleur buteur du championnat. Parce que par rapport à l'absence de Maxime Choupo-Moting, je pense que avoir un joueur qui, lui, est un peu dans le même registre, ça va permettre en sorte que ça donne aussi espoir aux autres. Et en même temps, je dis, Faye qui est absent, il a fallu que je sois dans la continuité d'un joueur qui a participé déjà avec les A', qui doit venir faire, parce que ça doit être la continuité. Et je pense que c'est un message fort que je donne à tous les footballeurs locaux, qui sachent que on n'est pas loin, on est proche d'eux et que l'opportunité va toujours se présenter de pouvoir être convoqué. C'est quelques extraits du sélectionneur manager Rigobert Song qui est revenu quand même, Georges Rim, hein, sur plusieurs sujets, les joueurs locaux, sa tournée européenne, etc. Ses rapports avec les joueurs, voilà, c'est vrai, c'est le coach, mais c'est aussi un grand frère. et Tessera, on l'a compris qu'il est question aujourd'hui, avec la présence de ces joueurs locaux dans la tanière, de leur donner une chance et de susciter l'espoir aussi auprès des autres. Oui, dans le discours, c'est bien, mais est-ce que dans les faits, c'est ce qui avait réellement été pensé? Permettez-moi d'en douter. Je l'ai dit tout à l'heure, si Karl Toko Ekambi, je ne parle même pas de Choupo-Moting et Vincent Aboubacar, dont les absences étaient connues d'avance, mais si Karl Toko Ekambi n'est pas forfait, est-ce qu'on va penser à Emmanuel Mahop? Je ne pense pas. Si Faye n'est pas blessé, est-ce qu'on va penser à Ita Bawak? Je ne pense pas. Donc on serait resté avec un seul joueur local. Dans cette liste, c'est le gardien, le but de Gazelle FC de Garoua, Babi Marcelin. Donc c'est bien aujourd'hui qu'on tienne ce type de discours, mais j'aurais souhaité que ce discours s'accompagnât de faits dès l'instant où on a pris la décision d'établir les listes, de convoquer les joueurs. Qu'on en convoque sur les 34 qui avaient été présélectionnés, 10 qui jouent dans notre championnat, et qu'après, même s'il ne faut pas tous les retenir, qu'on en retienne 3-4, oui, ça aurait été là un véritable message adressé à l'endroit des joueurs locaux, et leur dire effectivement, nous avons un œil sur vous, nous pensons que vous avez la possibilité de jouer dans cette sélection, à vous de donner le meilleur de vous-même. Mais là, j'ai le sentiment que
on a dû faire dans l'urgence parce que n'étant plus en mesure d'envoyer des convocations parce que les délais étaient passés, il fallait puiser localement pour sur place. remplacer numériquement les joueurs. Mais maintenant que c'est fait, à ceux qui ont été appelés, d'abord parce qu'ils le méritent, nous avons dit pour Emmanuel Marop, quoi de plus normal que d'aller chercher le meilleur buteur du championnat. Lui-même, il le dit également. Voilà, et Tabawa qui vous l'a expliqué, ça obéit à une certaine logique, à une certaine cohérence. Latéral droit lors du CHAN, et si le CHAN est considéré de tous comme étant la compétition qui est dévolue aux meilleurs joueurs évoluant dans les championnats locaux, c'est normal que pour un défenseur, un arrière droit, que ce soit un autre arrière droit qui soit rappelé en complément d'effectif, dont Eta Bawa. Donc à eux de saisir l'opportunité qui leur est offerte pour montrer qu'il y a de la matière, il y a de la qualité dans notre championnat et que 1, 2, 3, ça ne suffit pas. Il faudra peut-être penser à rallonger la liste. Donc, dans le discours, il est bien, mais je doute qu'il ait été pensé au départ. Voilà. Les circonstances ont simplement obligé le sélectionneur à avoir un regard. C'est vrai qu'il était au stade lors du match Canon Renaissance, donc il a vu Emmanuel Marop. Mais je ne pense pas qu'à l'instant là, il se disait qu'il le retiendrait, il l'appellerait pour cette... J'aurais préféré qu'il soit à mon stade Canon, stade Renard. Voilà. Donc, il y a eu un concours de circonstances. Des circonstances, comme on dit. Voilà. Ouais. Mais maintenant, c'est bien à ceux-là de montrer, de faire mentir ceux qui pensent qu'il n'y a pas la qualité dans ce championnat pour obliger le manager sélectionneur à l'avenir de plus en plus avoir un regard à l'intérieur. Maintenant, c'est normal. Il est manager sélectionneur. Donc, il n'est pas que manager, il n'est pas que sélectionneur, il est manager. Et un manager, c'est celui qui a la responsabilité de la gestion des hommes. C'est le grand frère, c'est le père, c'est le psychologue qui doit être à l'écoute de ses joueurs, leur prodiguer les conseils qu'il juge utiles pour certains, les rassurer, pour d'autres les booster, etc. Donc il est dans son rôle que de le faire. Alors, on est en fin d'émission, Timothée Mwakongo. Oui. Ce match de vendredi, cette double confrontation entre le Cameroun et la Namibie. Mais je reste toujours dans mes positions optimistes, positionnées comme c'est le Cameroun. Je crois toujours que le Cameroun va gagner. C'est vrai qu'on a le potentiel pour gagner. Hein, beaucoup de choses ont été dites, mais j'encourage beaucoup la bonne volonté des dirigeants du football camerounais actuel. C'est vrai que le discours de Somme, il est un peu... Parce qu'en même temps, il ne peut pas dire qu'il est dans une réalité évolutive. C'est comme s'il entrait dans une réalité d'urgence. Il a pris les joueurs pour remplacer... Là, vous rejoignez oui, dans ce point-là, Rim a raison, parce qu'en réalité, c'est l'impression qu'il m'a donnée. En fait, il aurait pu montrer tout simplement que le staff est dans une réalité évolutive qui veut qu'on intègre de mieux en mieux les joueurs locaux dans l'équipe nationale. Mais c'est comme si c'est un accident, il faut vite prendre une roue de secours, remplacer la roue de secours. Ça laisse ça donne mauvaise impression, mais je crois à cette équipe, quand même. Je crois à cette équipe. Je pense qu'elle va gagner, sincèrement. Je pense qu'elle va gagner parce qu'en réalité, nous avons plus souvent... ne vous effraie pas? Non, la Namibie n'est pas à nous effrayer. D'ailleurs, même vous avez eu à la Coupe du Monde, tous ces pays de côte m'effrayaient, mais peut-être en dehors du Brésil, que nous avons d'ailleurs battu à la fin. Mais en réalité, nous avons eu, comme on appelle, un parcours, si nous voulons parler comme le Camerounais, un parcours malchanceux. Hein. Quand tu regardes tous nos matchs, nous aurions pu être largement premiers de notre poule, mais nous n'avons pas pu être premiers de notre poule parce que nous avons eu un parcours assez atypique. Bon, voilà, et j'ai dit, bon, il y a des périodes comme ça où... Mais j'ai dit, il faut croire à la fine fleur des football locaux. Et nous avons de très bons éléments. C'est en fait cette dimension d'encadrement permanent, très poussé, qui n'existe pas au Cameroun. Parce que les autres mettent les moyens pour qu'il y ait un encadrement permanent. J'ai regardé la différence entre Coton Club de Garoua et les autres. Hein.
Le jour où ils prennent 1 milliard là, en quart de finale ou 8e de finale, 1 milliard, ils se disent, nous mettons 20 millions pour donner 1 million à un entraîneur ou 40 millions à 2 entraîneurs par mois, tous les mois. Les entraîneurs sont motivés, ils donnent à certains joueurs 600 000 francs par mois. Les joueurs sont motivés. C'est-à-dire qu'il y a une motivation réelle qui existe au niveau de la gestion d'une équipe de football. Même si sur le plan sportif, les performances de Coton Sport de plus en plus... Bon, mais là, ça veut dire qu'il y a... Toutes les équipes passent par des hauts et des bas. Il y en a vu, le Barça, le Real Madrid, toutes les grandes équipes de la planète sont passées par des hauts. On a vu en Italie tous ces grands-là qui sont montés et descendus à une période. On a vu le Bayern même. C'est vrai, ils sont rarement passés par là, mais ils sont passés par là. Hein. On a vu Manchester passer par cette espèce de truc. Toutes les équipes du monde peuvent passer. Et je pense que le Cameroun est passé par une période de froid, d'un froid là. Mais quand on regarde l'ossature, hein, la quintessence de l'expression de notre vie, l'esprit qu'il y a derrière, nous sommes une armée. Nous sommes une véritable armée, mais bon, toute armée peut avoir des défaites, peut être des batailles. C'est tout. Et je crois à cette équipe, je pense que nous allons gagner. C'est la même conclusion aussi, Serge Zambo, ce match Cameroun-Namibie. Oui, nous sommes chez nous déjà. Hein. Ça, c'est la première chose. Et puis, nous sommes en Pandena. La deuxième chose, on est chez nous. Hein, il y aura, si vous avez vu déjà le 12e homme, comme on l'appelle souvent, ne serait-ce qu'au niveau des entraînements, combien ils étaient. Et ça aussi, ça booste. Quand les gars s'entraînent, ils voient qu'ils sont bousculés, voilà, ils sont au coup de voilà. Donc, on est chez nous, la Namibie. C'est vrai que le football de l'Afrique australe, et je crois que Sang et Migné, ils l'ont lu. C'est des petits ballons, on bouge beaucoup, mais physiquement, on est beaucoup plus costaud. Et puis on est plus endurant. Donc ils peuvent faire ce petit truc-là pendant un bout de temps. Mais je crois qu'au bout, on pourra prendre le dessus. Et je vais rebondir aussi sur ce qu'il a dit tout à l'heure avec Rim, où il disait qu'on allait piocher, on a parlé un peu au plus pressé. Ouais. Je pense que quand on arrive, il avait de très bonnes intentions. À un moment donné, sans avoir à attendre une quelconque compétition ou un regroupement, il fait soit des regroupements des joueurs locaux. C'est-à-dire qu'il parcourait, il avait les joueurs locaux qu'il avait sur les papiers. Sauf qu'il a abandonné cette démarche qui permettait donc, qui nous aurait permis de dire que, en fait, le regroupement des joueurs locaux permettait d'avoir une certaine lecture de certains joueurs. Au moment où il appelle dans Mahop, on n'aurait pas pu avoir cette impression-là. Or, à partir du moment où il a laissé cette démarche, on a l'impression justement qu'on n'a pas lu un tout petit peu au plus pressé. Mais c'est déjà ça. Et comme il a dit, que ces gardes-là saisissent l'opportunité qu'il leur a donnée, en dehors peut-être du gardien Babi. Bon, il y a aussi autre chose que je voulais quand même dire. C'est que vous avez posé la question, je reviens un peu, la question de savoir si l'environnement est bien. J'ai dit oui, d'accord. Et comme dans toutes les familles, il peut y avoir des problèmes. Quitte à ce que ceux qui sont à la tête il a dit tout à l'heure, je rebondis sur ça, parce qu'il a dit que il est le grand frère et il discute avec les joueurs pour leur dire que voilà ce que nous attendons de vous. Voilà. Là, je vais parler un peu, je vais parler de la fine bouche, je vais parler du cas Onana. On ne peut pas avoir un gardien de cette trempe et s'en passer. Donc, nous avons eu des joueurs d'une certaine trempe, y compris le président de la Fédé actuelle. On ne pouvait pas s'en passer, malgré tout ce qui pouvait se dire autour. Et je pense que lui-même, qui est là actuellement, c'est un monsieur, c'est un grand avec son... qu'ils tendent la perche. Ils peuvent dialoguer. Le temps ça arrive dans toutes les familles, comme il a dit. Le temps des problèmes est fini. On tend la perche, on va discuter. On lui dit voilà. Et pour qu'il revienne, pour que nous, Camerounais, nous puissions en profiter. Parce que ce qui est sûr, et pas s'il y aura beau faire le match contre le Brésil, que nous avons vu. Il a fait un bon match. Mais je suis sûr qu'au début, les premières minutes, personne d'entre nous n'était vraiment rassuré que lorsque c'est Onana qui pouvait être dans nos buts. Ça a marché, c'est bien. Mais quand on a, je n'ai pas dit que, et pas s'il n'a pas de valeur, mais si on les met sur la même branche, ça on est d'accord là-dessus que Onana est largement au-dessus. Onana, c'est un gardien de classe mondiale. Je ne le défends pas. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est clair. C'est ce qu'on voit. Je pense que sur le goûter des 10 meilleurs gardiens, il en fait partie. Donc, il est question donc pour nous de demander tout simplement au président de la Fédé et son et autres, d'aller voir dans la maniabilité qu'on les connaît et paix des braves. Et voilà, une paix des braves. Et que tout revienne à la norme. Et
que le Cameroun puisse aller à la CAN avec tous ses meilleurs atouts. Tout à fait. Voilà. Donc si on continue à faire, bon, ça ne va pas, ça nous arrange pas beaucoup en tout cas. Je sais qu'il y a des problèmes de discipline et on a frappé, mais après avoir frappé, on revient forcément. On ne jette pas forcément. Vraiment, et c'est peut-être ce sur quoi je ne serai pas d'accord avec mon frère Zambo. Nous avons été sur la même longueur d'onde depuis le début de l'émission. Mais sur le cas Onana, je tiens d'abord à faire cette précision pour que les gens ne s'imaginent pas autre chose. Je suis un fan d'Onana. Et effectivement, il n'y a pas matière à comparaison entre Onana et Passy. Onana, c'est le meilleur. Mais ayons également l'honnêteté de reconnaître que personne n'a chassé Onana. Onana a décidé de lui-même de se retirer, de prendre sa retraite internationale. Là, je dis non. Il y a un communiqué en tout cas signé de ce dernier. Il y a aussi s'il vous plaît, Serge, tu as parlé, j'étais religieusement écouté. Bon, d'accord. Moi, je m'en tiens au communiqué que Onana a pondu et signé de sa propre main, où il dit que je prends ma retraite internationale. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a tenu sa main. Mais il y a une suspension. La suspension, ce n'est pas l'exclusion. Non. À la fin. Lydie Makeda, Lydie, tu es une grande journaliste et je connais ton professionnalisme. Il y a eu une suspension suite à un cas d'indiscipline. Nous sommes d'accord. La suspension n'est pas l'exclusion. Comprenons-nous, nous parlons français, la suspension, ce n'est pas l'exclusion. C'est lui, à la suite de cet incident, qui décide de se mettre en retrait, pas personne. Mais maintenant, je ne le dis pas pour dire qu'on n'en veut plus. Les s'il te plaît, c'est à partir du moment voilà, justement. Tu aurais dit que ceci. Non, souffre de m'écouter jusqu'au bout, tu vas... Non, s'il te plaît. Non, tu as parlé, je t'ai écouté. Respecte mon temps de parole. Respecte mon temps de parole. Serge, non, je ne vais pas te permettre. S'il te plaît, respecte-moi quand je te respecte. Comme je te respecte. Non, je te respecte beaucoup. Je dis ceci. J'ai d'abord voulu restituer les faits. Mais maintenant, je suis d'accord. Sauf que les faits sont restitués à la chute. Terminé, Georges. Les faits, ils sont chronologiques. Voilà. C'est quoi? Cas d'indiscipline, suspension, et lui, il prend sa retraite internationale. Sauf si vous voulez inverser les faits, mais voilà la chronologie des faits. Voilà. Dans le Cameroun... Non, tu n'as pas commencé par la suspension. Non, mais j'ai dit... Tu as commencé par... Mais j'ai dit... La chute, c'est celle-là. C'est Lydie qui te ramène. La chute, c'est celle-là. Elle est consécutive à tout ce que j'ai dit. Je ne vois pas en quoi c'est contradictoire avec ce que Lydie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Justement, parce que vous ne me laissez pas parler. Vous ne me laissez pas parler, vous voulez me péter vos intentions. Je dis ceci. J'ai restitué les faits. Et maintenant, je dis qu'on a besoin d'Onana. Mais en même temps, ne donnons pas le sentiment qu'on l'a rejeté. Personne ne l'a rejeté. C'est c'est la précision que je voulais apporter. C'est la précision que je voulais apporter. Et je crois qu'on s'est compris. Non, je n'ai pas donné ce sentiment. Merci Serge Zambo, Timothée Bakongo, Georges Rimba et Ricardo qui était à la réalisation. Vous n'êtes pas sûr que ça ne se fait pas. Vous n'êtes pas sûr que ça se fait pas. Ça se fait donc tant mieux. Vous n'êtes pas sûr que ça ne se fait pas. Peut-être que toi tu es sûr que ça se fait. C'est toi qui parlais de communication. On n'est pas obligé de tout communiquer, de tout afficher. Peut-être qu'en backstage, ça se fait. Et le jour...